Bonjour à tous, merci d'être parmi nous. Les invités que je reçois aujourd'hui ont entretenu une liaison interdite avec un homme ou une femme mariée. Lise a vécu 2 ans et demi dans le secret, un enfant est même né de cette idylle. Philippe, lui, a été amoureux pendant 7 ans d'une femme mariée qui a fini par lui briser le cœur. Quant à Anne, elle a été à plusieurs reprises une femme de l'ombre. Des histoires passionnelles qui ont laissé des traces. Ils nous parleront tous les trois de ces années passées dans l'attente. Alors comment sont-ils parvenus à accepter cette relation secrète? À quoi a ressemblé cette vie de couple non officielle? Se sont-ils reconstruits depuis? On va découvrir leur histoire dans un instant. Le temps pour moi d'aller les chercher. Aujourd'hui, dans 1001 vies, nos invités nous parleront de la relation secrète qu'ils ont entretenue avec un homme ou une femme mariée. Lorsqu'on s'est rencontrés, il y a eu de la magie, il y a eu de la sensualité tout de suite, c'était explosif. Il m'a raconté tout, même quand il avait des rapports sexuels avec sa femme. Lise avait 18 ans lorsqu'elle est tombée sous le charme de son patron, 2 fois plus âgé qu'elle. On partait, des fois on faisait 200, 300, 400, 500 kilomètres. Parce que je voulais pas qu'on nous voie ensemble. C'est moi qui voulais la discrétion. Après avoir vécu 1 an et demi dans l'ombre, Lise fait un choix difficile qui va fragiliser ce couple interdit. Je lui ai fait un enfant dans le dos. La réaction, il m'a dit j'en veux pas, tu te fais avorter. Et bien je lui ai dit non, la porte elle est là, tu la prends, tu t'en vas. Pendant 7 ans, Philippe a vécu avec une femme mariée, attendant patiemment qu'elle se donne enfin pleinement à lui. Je pensais que je la verrais tous les jours. Je ne sais pas ce qui faisait en moi de rester là et de ne pas prendre une décision ferme. Je me sentais lamentable. Après être tombée amoureuse une première fois d'un homme marié sans le savoir, Anne a découvert que son nouveau compagnon avait déjà femme et enfant. Je me suis dit, c'est pas possible, là, ça recommence. Il m'a fait de la peine, et puis bon, il avait 2 petits enfants en bas âge. Je l'ai embrassé. Three little birds sat on my window, and they told me I don't need to worry. Summer came like cinnamon, so sweet. Little girls double dutch on the concrete. Maybe sometimes we got it wrong, but it's alright. The more things seem to change, the more they stay the same. Alors, on va parler des histoires d'amour compliquées que vous avez vécues, puisque tous les trois, vous avez vécu dans l'ombre d'un homme ou d'une femme mariée pendant de longues années. Ça n'a pas forcément été facile à vivre, cette place de numéro 2. Et les histoires ne se sont pas forcément bellement terminées, notamment la vôtre, Philippe. Vous avez attendu très longtemps la femme que vous avez aimée. Vous avez attendu longtemps qu'elle se libère. Combien d'années? Pas mal de temps quand même. Hein. C'était en 2001, donc... Vous n'avez jamais fait ce calcul? Ah non, jusqu'à jamais, présent? non, ça m'a... C'est dingue. Non, j'ai pas fait ce calcul. Bon, moi je le sais. Alors, donc vous l'avez attendu 7 ans. 7 ans, voilà. Voilà. Comment vous la qualifieriez, cette relation? Un peu tumultueuse. Disons que c'était excitant parce qu'il y avait beaucoup d'intrigues. Et je voulais voir jusqu'où ça allait quand même. Tumultueuse, excitant, un peu toxique quand même, parce que ça fait 10 ans aujourd'hui que vous en êtes sorti, Oui. si je puis dire, sorti entre guillemets, Entre parce que guillemets, finalement, oui. psychologiquement, Non. vous n'en êtes pas vraiment sorti. Disons que les 2 dernières années, c'était plutôt manipulatrice narcissique. Ouais. Mais malgré tout, je m'accrochais. En tout cas, on sent à travers vos mots que vous avez souffert, à travers vos mots et votre posture. Détendez-vous, Philippe, ça va bien se passer. Regardez, je vais vous arranger ce petit coussin derrière vous, là. Allez-y, enfoncez-vous dans le canapé. Voilà. C'est mieux, là. C'est le départ. Hein, on respire un bon coup. Voilà. Voilà, vous allez dérouler tout ça, ça va être beaucoup mieux. Lise, à côté de vous. Bonjour, Lise. Bonjour. Vous êtes restée combien de temps dans l'ombre? 2 ans et demi, 3 ans. Qu'est-ce que vous diriez, vous, de la relation que vous avez vécue? Le plus difficile, c'est quand qu'il partait. Voilà. Mais après, la relation, pour moi, n'a pas été du tout difficile. Je l'ai vécue comme elle venait, de jour en jour. Vous avez pris des risques, vous avez posé un ultimatum. C'est une relation qui a eu plein de rebondissements. Vous allez nous raconter tout ça tout à l'heure. Oui. Hein, et vos propos vont probablement faire écho à ceux de Philippe et d'Anne.
Anne, qui, elle, a connu 2 relations secrètes, on peut dire, Oui. non officielles. Exactement, mais j'ai été au courant après. Donc j'ai eu un double effet de surprise suivant à chaque histoire et ça a duré à peu près 1 an. Si ça devait se reproduire, c'est-à-dire que si vous deviez aujourd'hui être sur le point de vous lancer dans ce genre d'histoire, qu'est-ce que vous diriez? Il faut se protéger et savoir qu'il est rare que la personne avec qui l'on est quitte sa famille réellement pour vivre. Mais vous repartiriez dans une histoire similaire Avec l'expérience que vous avez vécue? L'expérience que j'ai vécue et avec les enfants que j'ai, non. Donc c'est clair, on va voir Voilà. que les vécus sont différents, les points à de fait. vue sont différents. Nous allons en débattre sous l'œil vigilant et les conseils de Pascal, qui est psychologue. Vous allez bien sûr réagir aux propos de nos invités et on profitera de votre expertise. Allez, on va commencer avec vous, Lise. Alors, nous sommes en 1978, vous travaillez, vous êtes toute jeune, vous avez 18 ans et vous faites la rencontre au travail de Gérard, qui lui a Le double. le double, c'est-à-dire qu'il a 36 ans. 36 ans. Comment ça se passe? Quel genre de rencontre? Vous êtes d'abord ce qu'on appelle des collègues de travail? Collègue de travail, lui, il avait un poste à responsabilité parce qu'il était comme sous-directeur de la société. Ah oui, quand même. Oui. Et on travaillait ensemble. Mais lui, il tutoyait tout le monde, tout Ouais. le personnel, parce qu'on était quand même plus d'une quarantaine. Ouais. Et par contre, je le vous voyais. Donc vous connaissiez sa vie, vous saviez Oui. qu'il était marié? Oui. Sans enfant, marié, depuis 18 ans environ. Est-ce qu'il y a eu une sorte de coup de foudre? Non, Il vous a pas plu du de tout. suite? C'était votre Non, pas genre du tout. d'homme? Pas du tout. Non, tout le contraire. C'était pas mon genre d'homme. Non, je pensais plutôt il faisait plus peur. Mais c'était un ours très gentil à l'intérieur. Mais rien que de le voir, on avait déjà peur de le voir. Ah oui, donc vous aviez un peu peur, mais quand même assez vite, il y a une sorte de complicité. Parce qu'on qui travaillait se- ensemble. C'était que du professionnel. Que du Il n'y avait rien d'autre. Et il n'y D'accord. aurait jamais rien eu d'autre. Ok. Sauf qu'au bout de 6 mois, il y a une soirée dans le cadre du travail. La soirée de fin d'année, Voilà. Et là, qu'est-ce qui se passe? il se passe que on a dansé, mais j'étais pas collée à lui. J'étais, Vous avez dansé quel genre de danse? il y avait les slows, hein, parce qu'à l'époque maintenant. Ah, donc vous étiez un peu collé à lui, pardon, mais un slow Non, oui, mais pas collé. Danser le slow, mais à l'ancienne alors. à l'ancienne surtout. Mais oui, parce qu'il y a quand même 37 ans en arrière. Et voilà. Et on a vous dansé. éprouvez quoi là? Toujours Rien, rien, Bon, d'accord. rien. Sauf que quand même, à la fin de la danse, il vous embrasse sur le front. Presque au moment de partir, juste avant de partir. Donc à la fin de la soirée. Oui, la soirée. Et là, vous vous dites quoi? Je reste stoïque parce que je ne m'attendais pas à ça. Hmm. Voilà. Et c'est après, après le moment que j'ai voulu partir, qu'il m'a demandé si on pouvait se voir pour dialoguer. Mais que dialoguer, rien d'autre. Ouais. C'est ce qui s'est passé. Mais Voilà. à quelle occasion vous dialoguez, comme vous dites? Disons que quand je suis repartie, il m'a demandé si on pouvait se voir un peu plus loin, hors de où on était. On s'est donné rendez-vous à la poste et on a dialogué toute la nuit dans la voiture. Ah oui, quand même. Oui, mais très respectueux. Il n'y a pas eu de... C'était pas le charmeur, pas du tout. Alors, à quel moment vous commencez à sentir un petit sentiment? Je crois que ça, c'était la veille de vos vacances. Vous pensez à lui pendant les vacances? Non. C'était une nouvelle, parce que c'était le fin décembre, le 30 décembre. Bon, en partant, quand je suis revenue le matin, 6 h du matin, je lui ai dit maintenant, il faudrait peut-être que je rentre. Et là, au moment de se quitter, moi, je lui ai tendu la joue, il m'a embrassé sur la bouche. Mais juste le bisou, que sur la bouche, il n'y a pas eu plus. Ou, enfin, pardon, mais un sous-directeur d'une boîte qui vous embrasse sous la bouche, même s'il n'y a pas plus tout de suite, c'est quand même pas classique. C'était anodin pour moi. Il y avait aucune pensée, il n'y avait rien. D'accord. J'étais Bon, jeune. sauf que quand même, quand vous êtes en vacances et quand vous revenez de vacances, Il a fallu reprendre le travail. Oui. Et quand Et vous ça, avez repris le travail, qu'est-ce qui se Il m'a passe? demandé si on pouvait se voir. Et on a dialogué et on a appris à se connaître. Donc, vous vous entendez bien. Très bien. Et il y a un moment, vous commencez à penser un peu à autre chose. Vous vous dites, c'est étonnant qu'il veuille autant dialoguer avec moi. Sur les dialogues qu'on avait, on n'avait pas le fait de sortir ensemble. C'était le dialogue, c'était un bien-être. Il avait besoin de parler, de discuter. Et c'est avec le temps, ça a mis 6 mois avant que ça se décante. Est-ce que vous pensez au fait qu'il soit marié, à sa femme? Non. Est-ce que... C'était pas mon problème. D'accord. Mais quand les choses ont évolué, quand vous vous êtes dit que ça pouvait aller plus loin, est-ce que c'est quelque chose qui vous a fait hésiter, le fait qu'il soit marié?
Non, parce que je savais que je ne voulais pas faire ma vie avec. Ça aurait été entre guillemets, on va dire un 4 heures, c'est tout. Ouais. Voilà. D'accord. Donc aucun sentiment de culpabilité? Non, Rien du tout? non. Pourtant, vous-même, quand vous étiez plus jeune, vous aviez dû souffrir de cette situation, puisque je crois que votre papa était peut-être un peu volage. Un peu beaucoup même. Ouais. J'ai vécu cette situation avec mes parents. Et justement, ça aurait pu vous freiner, ça aurait pu vous empêcher d'aller plus loin. Oui, ben, je ne sais pas. Non, mais par contre, je ne voulais pas faire de mal à cette femme, donc pour moi, je suis restée dans l'ombre. Est-ce que ce sentiment de culpabilité vous est apparu avant de vous lancer dans une histoire avec une femme mariée? Philippe, vous l'avez éprouvé? Oui, parce qu'une semaine après, lorsqu'elle m'a dit qu'elle était mariée, comme j'avais vécu ça précédemment, mais enfin, comme c'était des rencontres sans lendemain, disons que j'ai beaucoup hésité. Et vous, Anne, est-ce que la culpabilité aurait pu vous empêcher de vous lancer dans ce genre d'histoire? Ah non, pas du tout, parce que lorsqu'on s'est rencontrés, la poignée de main, ça a été quelque chose de magique. Il y a eu de la magie, il y a eu de la sensualité tout de suite, ça a été explosif. Ça a été, Pourtant, la culpabilité, c'est quelque chose qu'on doit entendre quand même avant de passer à l'acte, non? C'est-à-dire que si on l'entend très fortement, peut-être que justement on ne passe pas à l'acte, parce que c'est un frein. Et puis sinon, je pense que si on décide de passer outre, je pense qu'on gomme énormément ce sentiment de culpabilité. Alors pourquoi? Parce que l'envie est plus forte, la curiosité Oui, est plus oui, forte, bien les sûr. sentiments sont... Peut-être qu'il y a aussi des cas où, comme Lise, où il n'y a pas vraiment de sentiment, là non plus, de sentiment de culpabilité. En fin de compte. Dans le cas de Lise, on entend que vous vous disiez presque que vous lui faisiez du bien, quoi. Donc ça ne Non, pouvait oui. pas nuire à leur couple. Il avait un problème de couple par le temps. Ça faisait à peu près une vingtaine d'années qu'il était marié. Il y avait l'usure, les habitudes et autres. Donc, il voulait casser ça. Ce Voilà. que dit Lise, hein, vous confirmez, Pascal, que ça peut arriver. C'est-à-dire que Oui. parfois, il y a certains hommes ou certaines femmes qui viennent chercher du bien-être auprès de quelqu'un d'autre pour mieux vivre leur couple initial, non? Ah oui, ça c'est autre chose. Oui, de l'autre côté de la barrière, effectivement, il peut y avoir aussi quelqu'un qui tout simplement recherche quand même quelque chose qui manque. Hein. Mais c'est pas forcément que ça manque dans l'absolu, c'est-à-dire ça lui manque à lui L'adrénaline. ou à elle. Ouais. Voilà, donc c'est très spécifique à cette personne. Peut-être que le couple, malgré tout, fonctionne quand même. Ouais. Et c'est pour ça qu'après, le trio ou le triangle fonctionne également, parce qu'il y a cet équilibre qui se crée. Et d'où des situations qui s'éternisent et parfois on reste longtemps dans l'ombre. On va voir ça par exemple avec l'histoire de Philippe. On va parler de votre rencontre avec cette femme qui vous a tant marqué. Donc on a compris que vous étiez divorcé, que depuis quelques années, donc vous avez multiplié les rencontres et eu des histoires finalement sans lendemain qui ne vous ont pas beaucoup importuné. Hein, c'est ce que vous recherchiez, j'imagine, ne pas vous engager, jusqu'à ce que vous rencontriez cette personne en boîte de nuit. Qu'est-ce qui s'est passé avec elle? Ben, disons, je la trouvais pétillante. Bon, ben, Elle vous plaît? ouais, elle me plaît. Elle était comment physiquement? Comme vous. Et donc, c'est vrai qu'on partageait un peu les mêmes passions, le théâtre, le cinéma. Vous avez eu le temps de parler de tout ça en discothèque? Non, pas de suite, non. Bon, quand donc, même, ce qui non. vous a plu tout de suite, c'est qu'elle était gaie, elle Voilà, était gaie, pétillante, vivante, très vivante. vivante. Est-ce que vous avez su tout de suite qu'il se passerait quelque chose de différent avec elle? Oui, parce qu'elle le faisait ressentir quand même. Le premier baiser intervient quand? Tout de suite, Tout de suite, le soir même. le soir même, Quand est-ce que vous apprenez qu'elle est mariée? une semaine après. Une semaine après, là, ça a été un peu le choc parce que, bon, Vous aviez intérieurement. Je ne le faisais pas paraître, mais elle a senti qu'il y avait une certaine tension, comme je l'ai en ce moment. Une certaine tension. J'ai dit, bon, ben, c'est pas grave. Vous aviez déjà des sentiments pour elle? Non, on ne peut pas parler de sentiments. Je ressentais donc pendant tout le temps où on a dansé le slow, donc il y avait des vibrations, des corps à Une corps. attirance, donc, on va dire. Une attirance, voilà. Donc, en tout cas, le fait qu'elle vous ait avoué qu'elle soit mariée ne vous a pas Non, empêché d'aller plus loin. Exactement. D'accord. Anne, vous aviez une vingtaine d'années, vous, quand vous avez Oui, 24 fait la ans, rencontre d'Arthur. d'Arthur. Vous travailliez, vous aussi, avec lui. Voilà, on était collègues de travail. Donc, vous avez éprouvé un coup de foudre, vous? Quand on me l'a présenté, ça a été immédiat. Ça a été magique. J'ai su que Pourquoi? c'était Qu'est-ce qu'il lui. avait, ce garçon, qui vous a tant plu?
Il était charismatique, et puis on a bu un café. Et puis, mais moi, à la décharge des autres, je ne savais pas, ni pour la première histoire, ni pour la seconde, qu'ils étaient mariés. Il ne vous a pas dit qu'il était marié, il ne Ah, du portait pas d'alliance. Du tout, ils ne portaient pas d'alliance, non. D'accord. Non, non, non. Donc j'imagine que c'est allé assez vite entre vous. Ah oui, je l'ai embrassé assez rapidement, le 2e ou 3e jour. On se voyait quotidiennement. Relation intime assez rapidement? Pas tout de suite, parce que je le sentais un peu prude, donc pas tout de suite. Au bout de combien de temps? Au bout de... 2 jours. Non, Au bout de 3 jours. 5 jours. Voilà, une semaine. Pas très longue quand même. La comptabilité, Non, pas très bonne. Au bout d'une semaine. Et donc Voilà. ça s'enclenche assez vite. Ah oui. Il ne vous fait aucun aveu sur sa vie personnelle. Ah, du tout. Non. Pour moi, il était libre comme moi. Le soir, complémentaire. comment ça se passe? Alors, le soir, on sortait ensemble jusqu'à tard. Et puis, il habitait loin, donc il repartait normalement. On se retrouvait le matin, il venait me chercher. Enfin bon... Et le week-end? Alors, il y a juste les week-ends où, comme il habitait loin, il prétextait qu'on ne pouvait pas se voir sur Paris. C'était un peu compliqué. Donc, il avait aussi des séminaires. Donc, aucun doute. Rien. Aucun doute. Ah, non. Vous diriez quoi, 15 premiers jours idylliques? Ah oui, 15 premiers jours idylliques. Alors, comment vous apprenez qu'il n'est pas libre? Eh bien, on était en pleine réunion et là, le DRH arrive en disant Arthur, il faut que tu viennes, ta femme est en plein travail, il faut que tu ailles à la maternité. En plein travail. Voilà. Donc, alors là, j'étais en train d'animer la réunion. J'ai dû demander Vous asseoir? à m'asseoir, je me suis assise. J'ai arrêté la réunion, je suis partie. Et alors là, ça a été l'horreur. Parce que j'ai appris après par une autre collègue qui me consolait en me disant mais t'inquiète, elle a accouché mais ça se passe bien, il a aussi 2 petites filles. Et en fait, je pleurais pas parce que j'étais pas du tout au courant. Et alors là, Personne je me suis- n'était au courant au travail de votre relation? De la relation, non. Ouais. Mais ils étaient tous au courant qu'il était père d'un 3e enfant. Donc là, vous avez quoi, ressenti le coup de poignard dans le ventre? Ah, La là, ça a trahison? été- Ah oui, la trahison, le cœur qui s'effrite. Vous êtes d'abord en colère, vous êtes sidéré? Pas de la colère, non, de la tristesse, parce que j'avais En colère échafaudé des contre choses. lui quand même, il vous a un peu trahi en vous disant pas la vérité, non? Oui, mais c'était plus, je m'en voulais à moi-même en me disant, j'ai rien vu, j'ai l'habitude. Bon, et voilà, donc là, pendant 3-4 jours, j'ai fait que pleurer. C'était- Quand vous avez repensé à tout ça, il n'y a aucun signe qui aurait pu vous alerter? Non, rien du tout. Rien du tout. Rien du tout. Aucun parfum, pas de traces de maquillage, une voiture clean. Non. Et pourtant, bon, c'est un peu mon travail, parce que je suis anciennement, j'étais gouvernante en fait. Donc Ouais. bon, je suis très les petits détails, je vois tout. Et là, j'ai rien vu, non, complètement. Donc 3 jours sans nouvelles, il essaie de vous appeler quand même pendant Oui, ces une 3 vingtaine jours de fois, mais je n'ai pas répondu. Je me sentais pas. Vous vous disiez quoi dans votre tête? C'est terminé, je veux pas le revoir, je veux plus en entendre parler? Non, je me disais que j'avais besoin de le gifler à la rigueur, mais non, j'ai pas pensé c'est fini, ça continue. C'était plutôt l'amertume, la tristesse. Donc quand il est revenu 3 jours après, il a voulu vous voir? Oui. Donc Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas voulu descendre. Donc Vous il m'a l'avez fait giflé? appeler. Je ne l'ai pas giflé. Je l'ai embrassé. Une grosse réaction, ça. Oui, non, je l'ai. Parce Voilà, que quoi, l'amour était plus fort? Parce qu'il s'est écroulé devant moi, il s'est écroulé en pleurant. Voilà. C'est un grand classique. Mais bon, il était sincère, il m'a dit que c'était accidentel. Enfin, il m'a raconté des choses, en disant que ça n'allait pas. Mais bon. En plus, vous l'avez consolé. Et je l'ai consolé, je me suis consolée, et voilà. Donc, vous avez continué cette relation Oui. et vous avez accepté cette place de numéro 2, finalement. Oui, j'ai accepté. Oui. Comment ça se passait alors? Comment vous le viviez? Quand est-ce que vous vous voyiez tous les deux? Ah ben, on se voyait tous les jours, dans la journée, on travaillait ensemble. Le soir, il ramenait, on mangeait au restaurant, et ça se terminait dans mon appartement. Et puis, il qu'est-ce qu'il partait aux disait à sa alentours. femme alors? Ah ben, à sa femme, il disait que bon, il avait des réunions, puis avec son travail, en fait, il avait un travail très prenant avec tout un tas de rendez-vous, donc il n'y avait aucun souci D'accord. pour prétexter, voilà. Donc il revenait très tard, il ne la voyait pas, et il partait très tôt. Donc Il vous disait quoi de sa relation de couple? que ça n'allait pas, qu'il était vraiment amoureux de moi. Il vous faisait des promesses? Il envisageait un jour de vivre avec vous? Non, parce que quand je lui en parlais, il était bon. Je sentais que c'était pas un sujet. Mais moi, je profitais de chaque moment. Je croquais la vie à pleines dents. Je suis assez passionnée, donc je suis assez.
Le week-end, ça se passait comment? C'était long. Je me disais vivement lundi matin qu'il arrive. À aucun moment vous aviez envie d'appeler chez lui Non, du tout. Bon, d'accord. Ah non, je ne voulais pas mettre le bazar. Non, non, pour moi, c'était... Alors, même s'il n'avait pas été très honnête, je ne voulais pas tout casser. Il avait une vie, certes, mais nous, c'était voilà, c'était le côté plus, le côté passionnant. Lise, vous vous reconnaissez dans ses propos? Une partie, oui. Oui. C'est-à-dire que vous non plus, vous n'auriez jamais... Je n'ai jamais téléphoné. J'avais la possibilité, j'avais tout, le numéro de téléphone, j'avais tout, l'adresse, parce qu'on habitait une entrée l'un à côté de l'autre. Mais je n'ai jamais fait de provocation, jamais rien. J'étais vraiment dans la discrétion et l'ombre. Comment ça se passait? Vous le voyez quand, vous? Tous les jours, de 7h le matin, au travail, jusqu'à midi. À midi, il venait à la maison, on mangeait ensemble. Il repartait à 13h et il revenait à 16h, parce qu'on quittait le travail vers 16h, jusqu'à 18h que sa femme, elle rentre, du lundi au vendredi. Donc, vous dites que vous habitiez au même endroit. Oui, dans le même immeuble, chacun dans une entrée différente. Et quand il rentrait déjeuner chez vous, il n'a jamais croisé sa femme. Non, parce qu'elle travaillait, elle ne rentrait pas le midi manger. À quel moment c'était difficile pour vous? Les week-ends. Parce que le soir, c'était difficile pour lui. Parce qu'il allait rejoindre sa femme. Il vous arrivait de partir tous les deux Oui, de temps en temps, oui, on partait, oui. Et là, il se passait quoi? Là, vous aviez l'impression d'être sa femme? Mais je me suis jamais considérée comme sa femme. Jamais. Je prenais tous les bons moments de la vie au moment présent. Mais lui, il le disait, non, quand vous partiez? Oui, quand on partait quelque part, quand on partait loin, parce qu'on ne restait pas dans le coin, dans la région. On partait, des fois, on faisait 200, 300, 400, 500 kilomètres. Pour éviter les regards? Parce que je ne voulais pas qu'on nous voie ensemble. C'est moi qui voulais la discrétion. Lui, en fin de compte, qu'on nous rencontre, ça ne leur a même pas dérangé. Qu'est-ce qu'il vous disait de sa relation de couple? Tout. Il me racontait tout, même quand il avait des rapports sexuels. Tout. Oui. Ça vous faisait quoi? Rien, parce qu'on avait dit l'honnêteté, la franchise surtout. Vous n'étiez pas jalouse quand il Non, disait qu'il allait... j'ai jamais été jalouse. Jamais. En fin de compte, je ne vais pas être jalouse parce que c'était l'innocente. Elle n'a pas fait de mal, elle n'a rien fait. C'est moi qui rentre dans une vie. Ça vous arrivait de craquer? Non, parce que la chance que j'avais, c'est que moi, je travaillais chez mon appartement et tous les week-ends, je faisais à peu près 50 km et j'allais chez ma mère. Donc, chez ma mère, je sortais, j'avais les amis, les copains, les copines. Je profitais du week-end. Donc, en fin de compte, je ne craquais pas. Mais j'avais hâte d'être le lundi matin, par contre. Ça vous est jamais arrivé de craquer, en tout cas devant lui? Non, jamais. Pourquoi? Parce que j'ai un caractère très fort. C'est de l'orgueil ou c'était pour lui épargner Non, non, non. C'est parce que lui, il était déjà très mal de cette situation. Très mal parce qu'il était fou amoureux et qu'il ne pouvait pas être avec moi. Déjà, le fait de me laisser, il paniquait, il était malade. Donc, je n'allais pas lui montrer mon mal-être. Donc, j'étais plus forte que lui. Alors, vous dites que vous n'étiez pas jalouse, vous dites que vous ne craquiez pas, etc. Pourtant, vous êtes quand même allé loin, vous êtes allé jusqu'à poser un ultimatum. Vous allez nous raconter la suite de votre histoire tout à l'heure. Philippe, vous, comment ça s'organisait, cette vie dans l'ombre? À l'inverse de ce qui vient d'être dit, donc c'était surtout le week-end. Comment ça se fait? Elle n'était pas avec son mari le week-end? Non, puisque lui avait d'autres activités, qui n'étaient pas liées à ce qu'elle aimait. Ouais. Donc on se voyait que le week-end. Et la semaine, quelquefois, donc j'allais chercher au travail pour la ramener à son domicile. Sur la route, on buvait un pot, puis après ça se terminait là. Elle vous parlait, elle aussi, de sa vie, de son couple? Ah oui, de son mal-être, du malaise qu'elle vivait dans le couple. Bon, elle me téléphonait en pleurant au téléphone, donc que ça ne pouvait plus durer comme ça, quoi, qu'il fallait qu'il trouve une solution. Il y avait beaucoup de contradictions, parce que, bon, en même temps, elle ne voulait pas divorcer de son mari. Donc pourquoi? Je pense que c'est en rapport avec le confort et... Le confort matériel? Matériel, oui. Parce qu'au niveau sentiment, au niveau relationnel, il n'y avait plus rien entre eux. Est-ce que vous aviez des projets tous les deux? Non. Elle l'envisageait? Elle en parlait beaucoup, oui, surtout par écrit, par des lettres. Donc elle envisageait une vie avec vous? Plus tard, mais sans quitter son mari. Ah, toujours? J'insiste là-dessus. D'accord, d'accord. Est-ce que vous avez essayé de vous aligner sur le plan matériel avec son mari? Oui. À tel point que je me suis retrouvé en situation de surendettement. Ah ouais.
puisque j'ai voulu m'aligner, parce que bon, il avait un niveau de vie qui était quand même beaucoup plus élevé que le mien. Alors, par exemple, qu'est-ce que vous avez fait comme dépenses? Les voyages, par exemple. Des cadeaux, bijoux, etc. Toutes ces choses-là. Vous étiez fou d'elle, vous? Oui. Vous disiez quoi, vous? Vous étiez convaincu qu'un jour, elle partirait avec vous? Elle vivrait avec vous? Elle a laissé entendre. Donc vous y croyez? Elle a laissé entendre. Mais là, c'est un épisode qui est beaucoup plus tard. Et vous, vous étiez heureux? Comment vous viviez tout ça? C'est-à-dire, il y avait beaucoup de rapports. Elle en faisait allusion. J'étais beaucoup trop demandeur. Ah oui, vous étiez trop demandeur. Voilà. C'était un peu trop pour elle. C'était beaucoup trop pour elle. Votre relation, je pense qu'elle n'aurait jamais abouti. Parce que vous êtes trop demandeur et il y a son confort. Donc ça fait deux choses Ah oui, contre vous. Ça fait énorme. Qu'est-ce que vous pensez, Enfin, Pascal, de tout ça? On sent quelqu'un d'angoissé, donc... C'est-à-dire que l'éloignement, l'absence facilite, exacerbe aussi le désir, la passion. difficulté. Donc peut-être que s'ils avaient vécu en couple, peut-être qu'il y aurait eu plus d'équilibre à ce niveau-là entre deux. Et puis lui peut-être aussi a des exigences plus élevées que la moyenne. Ça peut tout à fait arriver, notamment chez l'homme, mais aussi chez la femme parfois. Et l'important, c'est d'accorder son rythme l'un à l'autre. Je pense qu'il a vécu une relation que beaucoup de femmes ont vécue d'une façon similaire. Beaucoup de femmes qui avec ont- une attente d'un côté, un espoir qui après ne se réalise pas ou a des difficultés à se réaliser. Il faut préciser quand même que bon, elle n'avait plus aucun rapport depuis une vingtaine d'années. Une vingtaine d'années, c'est ce qu'elle m'a dit, en tout cas. Ça aussi, c'est ce qu'on entend souvent beaucoup, parfois, dans ce genre d'histoire. Ça ne correspond pas forcément toujours à la réalité. Ça ne correspond pas forcément toujours à la réalité, effectivement, mais peut-être que c'était vrai, on ne peut pas savoir. Il y a Vous quelques... pensez là qu'il y avait un mensonge de sa part? Pas forcément, non, pas forcément. C'est possible. Ce sont plutôt les hommes, je crois, qui mentent oui, sur vous ce pensez bien point. faire, oui, Je c'est n'ai sûr. plus de relation avec ma femme. Oui, Oui, non, mais je suis d'accord Je pense avec que c'est vous. peut-être plus fréquent. Là, je suis le seul homme, mais là, je suis d'accord avec vous. Alors Philippe, si vous voulez bien, on va revenir à votre emploi du temps. Comment vous vous insériez dans leur emploi du temps, finalement? Il fallait que vous vous adaptiez pour pouvoir la voir le plus C'était- souvent possible? C'était une sacrée gymnastique. Ouais. Une sacrée C'est-à-dire, gymnastique. qu'est-ce que vous faisiez? Trouver le temps pour pouvoir savoir exactement, parce que moi, j'étais toujours dans l'attente. C'est la personne qui me disait, en fait, ses disponibilités, Donc vous étiez tout le temps dans la frustration, alors? dans la frustration. Dans l'attente, dans la Voilà frustration. le mot que je cherchais, frustration. Frustré. Frustré, à fond. Vous l'exprimiez? Vous ralliez? Vous... Non, parce que, disons, j'avais plus envie d'aller rechercher. J'étais là, bon, j'avais trouvé la personne. Voilà. Cette histoire de frustration, Justement, c'est aussi pour ça qu'il était dit très demandeur. Bon, globalement, en fait, parce qu'il était demandeur de cette relation, d'affect, de présence, de temps consacré à cette relation. Donc ça pouvait s'exprimer d'une manière, d'une autre, mais en fin de compte, c'était une demande vraiment globale parce qu'il y avait une très forte attente, je pense. On peut dire, cette attente, C'est c'était une- jubilatoire pour moi. Oui, jubilatoire. excitant. Alors, Excitant, jubilatoire, quoi. oui, non, mais vous choisissez pas forcément les mots au hasard. Donc, Oui, si non, vous voulez, mais- jubilatoire, Oh, ça veut dire j'apprends. qu'en même temps, ça plaisait d'attendre. C'était bien d'attendre. Mais il y a un côté un peu maso quand même, Ouais, masochiste. non? Ouais, ouais, il y a un côté Oui. maso quand Oui. même. Ouais. Disons que si on se rend compte que l'on va mal et que l'on souffre et que l'on reste dans cette souffrance, il faut s'interroger effectivement sur le pourquoi on reste dans cette souffrance ou malgré cette souffrance. Mais est-ce que vous alliez mal? Ben, c'est-à-dire, moi, je voulais pousser au plus loin, voir un peu jusqu'à l'aboutissement de tout ça. Vous aviez envie de plus de temps avec elle, de Plus de vivre temps avec elle. Concrétiser. concrétiser, mais pour le moment, il n'y avait pas de concrétisation. Hein. Alors, sauf qu'au bout de 5 ans, il y a quand même eu une opportunité, puisque qu'est-ce qui s'est passé un soir où vous rentriez du restaurant, tous les deux? Oui, parce qu'elle elle avait un véhicule qui se voyait à 10 lieues. Et donc, en venant du restaurant, donc en rentrant dans le chemin, donc, pour rejoindre la maison, donc, il y a eu un coup de klaxon. Puis là, on tombe dans le théâtre de boulevard. Ciel, mon mari. Qui vous attendait? Ben oui, parce que je pense que malgré son mutisme,
il a dû quand même enquêter, je pense. Parce que pour trouver mon adresse, il fallait faire fort quand même. Il a appelé, moi je me suis approché, et il a dit non, toi tu ne t'approches pas de moi. Donc il a attrapé sa Pourquoi femme. vous vous êtes approché pour vous bagarrer? Non, pas du tout, non. Pour expliquer qu'il n'y avait absolument rien entre nous. Je voulais, comment dire, apaiser les choses. Parce que- Noyer le poisson. Noyer le poisson dans l'eau, voilà, exactement. Et donc, elle s'est pris une grande claque. à tel Donc point là, vous que- êtes intervenu? Oui, je suis intervenu. Donc, puis il est parti, là. Il est allé vers sa voiture en disant tu me rends les clés de la voiture, tu rentres avec ton copain. Tu rentres avec ton copain, et voilà. Puis donc, je l'ai raccompagné après. Chez elle? Ouais. D'accord. Alors, vous étiez dans quel état d'esprit, vous? Vous vous êtes dit quoi à ce moment-là? Extrêmement nerveux. Nerveux parce que bon, j'ai vu que tout était fini. Puisqu'elle m'a appelé en me disant que bon, il lui a demandé de ranger ses affaires, et de faire ses valises et de partir. Ah bah là, alors du coup, là, vous vous êtes oui, dit... c'était Là, vous vous êtes dit... l'enchantement pour moi. C'est vrai? J'étais enchanté. Puis j'ai dit non, on va le voir quand même. Il n'y avait pas de raison qu'il te mette à la porte. Et j'ai voulu dialoguer avec lui. Puis donc il y a eu tous les noms d'oiseaux. Non, il ne s'approche pas de la maison. Du coup, je l'ai ramené chez moi. Puis c'est là qu'il a entamé, donc il a changé les verrous de la maison donc, dès le lundi. Il est allé porter plainte au commissariat. Et puis donc, il n'était pas question qu'elle rentre chez elle. Puis la police n'avait pas intervenu. Donc du coup, il a lancé la procédure. Procédure de divorce. Voilà, c'est ça. Donc il y était pour des raisons donc, de procédure, donc il n'était pas question qu'elle vienne chez moi. Qu'elle vienne chez moi, donc elle est allée chez sa maman. Pour pas confirmer l'histoire que vous aviez. Voilà, exactement. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pendant cette procédure? Vous avez continué à la voir? Oui, on est même parti, ça a suivi son cours, mais disons que là, les choses ont changé quand même. Alors, on va voir que quand même vous aviez beaucoup d'espoir, notamment l'espoir de vivre un jour avec elle, mais hélas, les choses ne se sont pas Disons qu'il y a eu vraiment passées. il y a eu un revers de la médaille. Lise, on va revenir au rebondissement dans l'histoire de Lise, et c'est le cas de dire, d'employer ce mot-là, rebondissement. Oui. Parce que donc tout allait bien, vous étiez finalement assez bien dans cette vie, vous ne faisiez rien peser, vous viviez plutôt bien la situation, jusqu'au jour où quand même vous avez éprouvé l'envie d'avoir un enfant. Oui, 1 an et demi après. Vous en avez parlé avec lui de cette envie? Oui, mais je lui ai dit que moi, je voudrais un enfant. Voilà, sans rentrer dans une conversation plus, non. Et lui m'a dit non, moi, je veux pas d'enfant et je ne voudrais jamais. Et donc là, vous vous êtes dit, il n'en veut pas, donc j'en ferai pas. Non, je me suis pas dit ça. Ah bon? Non, c'est pas parce que tu veux pas d'enfant que moi, j'en aurai pas. D'accord. J'en veux un, j'en aurai un. Très bien. Et au bout d'1 an et demi, je reconnais que je lui ai fait un enfant dans le dos. Mais par contre, je lui ai annoncé la nouvelle, j'étais enceinte de 6 mois. Ah oui, donc double coup de poignard. Oui, parce que je n'ai pas fait avant. Oui. Parce qu'on m'avait toujours dit, tant que la majorité 21 ans, les parents pouvaient nous faire avorter comme on voulait, etc. Et moi, je ne voulais pas avorter parce que je voulais cet enfant. Donc, et comme j'étais très mince, comme vous, je faisais taille 32 à l'époque, donc ça ne se voyait pas. Jusqu'à 6 mois, j'étais plate. Ça ne se voyait pas. Mais je faisais quand même une grossesse plus ou moins comme un déni, parce que j'étais tellement gardée pour moi. Même ma famille n'était pas au courant, personne. Donc, en fin de compte, je ne grossissais pas, je ne prenais pas de poids, rien du tout. Et un vendredi midi, quand il est venu pour manger à la maison, on a mangé tranquille. Et puis après, je lui ai dit, bah, tiens, j'ai reçu une lettre du médecin, tu peux me lire parce que je ne comprends pas ce qui est marqué dessus. Mais je savais très bien. Et il a lu, il m'a dit, mais tu sais ce que ça veut dire? Je lui ai dit, non, bah, explique-moi. Il m'a dit, t'es enceinte? Je lui ai dit, ah bon, tu vois ça où? Il m'a dit, bah, regarde, c'est marqué positif. Ben, j'ai dit, oui, je suis enceinte de 6 mois. La réaction, il m'a dit, j'en veux pas, tu te fais avorter. Et ben, je lui ai dit, non, la porte, elle est là, tu la prends et tu t'en vas. Voilà. Et alors, il est parti? Il est parti, oui, parce que je lui ai demandé de partir, il est parti. Et ça a été tout le week-end. Et le lundi matin, il est revenu, il m'a dit, t'as pris une décision? Je lui ai dit, oui, je le garde. Quitte de l'élever seul. Je t'aime, c'est toi que ce sera l'homme de ma vie pour avoir des enfants. Je ne te demande pas de pension, je ne t'embêterai pas, ta femme ne sera pas au courant. L'enfant, il sera comme moi, dans l'ombre.
Est-ce que ça veut dire que vous avez passé le reste de votre grossesse seul ou il était à vos côtés? Il a toujours été là. La seule chose... Donc ça veut dire qu'il a accepté quand même. Parce qu'il m'aimait. Il m'avait dans la peau. Il m'aimait. Donc il a été là pendant la grossesse. Oui. Est-ce qu'il a été là le jour de l'accouchement? Non, malheureusement, Mais- parce qu'il était en déplacement. Il en était où dans son couple à ce moment-là? Il y avait des projets encore avec sa femme? Oui, parce que 1 mois avant d'accoucher, il m'annonce qu'il avait acheté un appartement avec sa femme. 1 mois avant d'accoucher. Ça veut dire qu'il n'envisageait pas de se séparer d'elle. Non, mais il n'envisageait pas non plus de me quitter. Comment il a vécu son statut de nouveau père, parce qu'il n'avait pas eu d'enfant? J'imagine qu'il n'a pas pu en parler autour de lui. Non, il n'en a pas parlé à personne. Ça a dû être difficile à vivre pour lui. Pour lui, oui. Ouais. Il en parle à ma famille, parce que ma famille l'avait adopté. Hein. Au début, j'ai eu ma relation avec lui en tant que mariée, ma famille l'a accepté, ma mère l'a accepté, tout le monde. Parce que chez nous, on ne juge pas. À quel moment il est venu voir son enfant? À la maison, quand je suis rentrée. Et Je venais comment de- vous l'avez trouvé ce jour-là quand il a découvert Il l'a pris, et c'était le moment du biberon. Il m'a dit c'est moi qui lui donne. Il a donné le biberon à son fils. Voilà. Il était Donc, il heureux. était- Oui, et c'est même lui Heureux. qui a donné le prénom Ah à bah, son c'est fils, bien. c'est pas moi. Ouais. Comment vous l'auriez vécu, vous, Philippe, ça, si une fois vous avez fait un enfant dans le dos? Un enfant dans le dos. Très mal, hein, je pense. Très, très mal. Mm. Un enfant, bon, il y a l'innocence, là, je veux dire. Quand il va grandir, savoir qu'il n'a pas de papa ou inversement pas de maman. Il va commencer à faire ses recherches pour connaître C'est ce le que géniteur ou... vous avez pensé à ça après coup, j'imagine. Non, même pas du tout. J'ai pas pensé ni au lendemain ni à l'avenir. Pour moi, j'étais heureuse. J'avais un enfant de l'homme que Elle était j'aimais. très jeune aussi. C'est ça, de ça l'homme compte, que hein. j'aimais, moi, qu'il soit marié ou pas, qu'il soit. C'était pas mon problème. C'était Non, l'amour. mais on pense à l'avenir de l'enfant quand même. Oui, Non, il y a honnêtement, à ce enfant. moment-là, non. Non, vous J'étais pensez- jeune. non. Elle était Non. très jeune, je crois que ça a une incidence sur leur relation et même Ouais. au début de leur relation. Mais on voit bien que cet homme l'aimait, elle, puisque dès le départ, avec ce mot de dialogue, on a commencé la discussion quand même, ce mot qui revient, on voit que c'était quelqu'un qui s'intéressait quand même vraiment à elle, comme personne. On a mis 6 mois avant de coucher ensemble. 6 mois. Ah oui, quand même. Anne, ça peut être Non, le c'était cas. pour- quoi. Non, 6 mois, non. Bon, alors donc vous reprenez cette histoire quand même et vous acceptez la place de numéro 2. Oui, tout à fait. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez craqué? Est-ce que vous avez commencé à lui mettre un peu la pression, comme on dit? Mais vers la fin, c'est vrai que je commençais quand même à en vouloir un peu plus, mais tout en restant digne et profitant de chaque moment voilà. Puis on était tout le temps ensemble, donc c'était... Donc il vous promettait pratique. jamais vraiment... Non, la il vie. a jamais... Non, Et ce puis serait qu'est-ce qui menti. s'est passé? Et puis malheureusement, il a changé de travail. Il est parti de la boîte où j'étais. Et donc du coup, on s'est moins vus, mais on s'est jamais dit au revoir. En fait, vous n'avez jamais vraiment rompu. Non, pas vrai. Le rapport s'est délité comme ça Voilà, avec le temps. exactement. Oui. D'accord. Voilà. Alors, 1 an après, vous faites une autre rencontre Oui, sur un en la quai de gare. personne de Romain, sur un Romain. quai de gare. Qu'est-ce Oui. qui se passe là? Eh bien, j'attendais mon train, je sortais de soirée, il attendait son train aussi, et on était tous les deux sur le quai de la gare. Et là, on... Shabada-bada. Et là, Un homme et une femme. Et là, Vous on a êtes vous êtes plus? non, pas du tout. Il Ah, vous ne vous êtes pas plu du tout? Non, il me plaisait pas tant que ça, mais il était un peu charismatique, mais il me plaisait pas, voilà, il me plaisait pas plus que ça. Et donc, on a commencé à parler, et puis le train est arrivé, et je suis jamais rentrée chez moi. Ah bah donc il vous plaisait quand même. Oui, parce qu'on a discuté et tout ça. Après, bon, on a eu des atomes. Donc vous n'êtes pas rentré chez vous? Non. Vous êtes rentré chez lui? Non plus, non. Bon. Non. On s'est arrêté dans un petit restaurant et on a parlé une bonne partie de la nuit. Donc, voilà. Bon, et l'histoire a démarré comme ça? Et l'histoire a démarré. Alors juste un baiser, rien de plus. Donc je suis repartie. Donc ce garçon est célibataire, il vous parle de sa vie? Oui. Enfin, pas plus. Je ne savais pas trop s'il était célibataire ou pas. Pour moi, il l'était. Il n'avait pas d'alliance. Donc, Ouais. du coup, voilà. Pour moi, pas d'alliance célibataire. Ah oui. Voilà, donc je pense que j'y ai cru. Et puis, au bout de quelques jours, on s'est revus. On s'est revus plus intimement. Et alors là, qu'est-ce que vous découvrez? Et bien là, on se voit, hein, c'est passionnel, c'est passionnant, voilà. Et puis je lui dis bon tu peux venir à la maison, comme il habitait pas loin, il travaillait pas loin. Et puis un jour, il est parti un matin, et puis il a oublié son portefeuille. Et
C'est Vous ballot n'avez parce quand que... même pas fouillé dans le portefeuille. Ah bah non, mais c'était embêtant parce qu'il y avait son portefeuille avec tous ses papiers, son argent, le pauvre. Donc voilà, dommage. Donc j'ai un petit côté détective. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai regardé sa carte d'identité. J'ai vu à peu près où il habitait. Et donc j'ai tapé sur Minitel. À l'époque, c'était le Minitel. Donc voilà, les pages jaunes, j'ai trouvé son numéro et j'appelle. Et là, je tombe sur une femme qui me dit « Allô, bonjour ». Je dis « Voilà, vous êtes madame ?» Elle me dit « Oui ». Je dis « Ben voilà, je suis Anne, l'amie de Romain ». Elle me dit « Mais comment ça? Je suis la sœur de Romain, mais il est marié, il est avec 2 enfants, mais qu'est-ce que vous racontez ?» Et alors là, je me suis dit « C'est pas possible ». Ça recommence. Ça recommence. Quoi. Donc, mais je n'ai rien dit, donc je dis très bien. Donc, il me dit, mais vous savez, en plus, il est coutumier du fait. Bon, en plus, elle en rajoutait, donc bon, très bien. Donc, j'ai refermé, j'ai remercié pour toutes ces informations, j'ai raccroché et je l'ai attendu. Et qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous? Alors là, je me dis, là, je suis vraiment maudite, quoi. C'est pas possible. Je les collectionne. Pourquoi cette personne-là, à nouveau? Et là, quand il revient le soir, donc je sais tout. Et je lui dis, j'ai eu ta sœur au téléphone. Il m'a dit, comment ça? Je dis, oui, t'avais oublié ton portefeuille. Donc voilà, j'ai fait la connaissance de ta sœur. Et puis là, le poteau rose est découvert. Et qu'est-ce qu'il vous dit? Alors il me dit, oui, mais je voulais t'en parler, tu comprends. Voilà, mais ça va pas du tout, je vais divorcer. Alors j'ai dit, écoute, voilà, non, j'y crois pas, j'y crois plus. J'ai connu ça, c'est n'importe quoi. Donc vous vous dites, je vais mettre un terme à l'histoire. Non, parce qu'il m'a fait de la peine. Et puis bon, il avait 2 petits-enfants en bas âge. Et puis bon... Alors, je vais juste m'arrêter un petit peu en questionnant quand même Pascal, parce que 2 histoires similaires qui se reproduisent, des situations répétitives comme ça, est-ce que ça voudrait dire qu'il y a des profils aptes à ce genre de situation? Il y a quelques profils, mais en ce qui concerne Anne, en fin de compte, comme elle est très passionnée et qu'elle se lance rapidement dans une histoire, parce que voilà, c'est dans son caractère d'avoir cet élan. Effectivement, elle s'expose éventuellement à ce genre de situation parce qu'elle se lance avant de connaître en fait un petit peu mieux la personne, même si elle n'a pas de relation approfondie tout de suite. Il y a quand même un élan très fort et je pense que c'est ce que recherche un éventuel homme adultère. Sinon, au niveau des profils, si vous voulez, effectivement, il peut y avoir celles qui rencontrent quelqu'un par hasard, les grandes amoureuses, les amoureuses, celles qui rencontrent un homme. Cet homme est marié et elles vont essayer de mener à bien le projet et en général elles y arrivent, elles deviennent la 2e épouse. Qui sont les grandes amoureuses? Peut-être qu'au fin de compte, Lise pourrait être une amoureuse, même si c'est une femme libre. Qu'est-ce qui caractérise une grande amoureuse? C'est une personne qui va faire passer les sentiments bien avant les conventions. Alors on comprend qu'elle peut être au croisement d'un chemin qui est également celui de la femme libre, d'ailleurs d'autant plus avec l'éducation que, si j'ai bien compris, Lise a reçue, qui fait d'elle une femme libre. Après, vous pouvez avoir aussi des femmes qui sont vraiment les serial loveuses, Alors, des hommes mariés. Qui alors, ces femmes-là? Celles-là, ce sont celles qui ont vraiment tellement besoin d'être aimées de tous, de tous les hommes, un besoin vraiment de séduire tous les hommes et encore plus les hommes mariés. Alors ça peut venir d'où ce besoin d'être aimé de tous les hommes? Très clairement, ça vient quand même de l'enfance. En général, il y a une relation très forte avec le père qui est un homme désiré. Alors il peut être là présent, un homme normal, un père, mais qu'on aime beaucoup et dont on a du mal à se séparer. La fille est un petit peu comme un obstacle. Elle se pose entre le père et la mère. Ou alors ce père, il est absent, donc il est également tout à fait désiré justement de par son absence. Et ce type de femme peut avoir cet élan dans son âge adulte de séduire un peu, je dirais, tout ce qui passe. Mais ce n'est pas par vice, c'est plutôt par carence, par besoin, par envie d'être aimée. Elle demande de l'amour. Anne, dans ce que Pascal décrivait, ces carences affectives, ou alors au contraire le fait d'avoir suraimé un père, est-ce que ça vous parle tout ça? Alors ça me parle, alors pas d'avoir suraimé un père, mais j'ai été adoptée. Alors je ne sais pas s'il y a une liaison, mais oui, je pense que j'ai manqué d'amour petite. Vous avez été adoptée à quel âge? 6 mois.
Ce qu'on fait dans l'âge adulte s'inscrit dans une histoire. Donc forcément, vous avez élaboré quelque chose qui après vous construit aussi votre personnalité. Vous êtes simplement très spontané. Oui. Voilà. Je pense que c'est plutôt votre trait de caractère de toute façon naturel, sans chercher forcément beaucoup plus Oui, loin. non, c'est sûr. Pourquoi je sens une grande tristesse tout d'un coup là quand on évoque tout ça? Je ne sais pas si vous aviez fait forcément une relation entre vos histoires d'amour et votre passé. Non, j'avais pas fait de relation. Vos parents adoptifs étaient très unis? Ah oui, toujours, oui. Ouais. Ils ont fêté leurs 50 ans de mariage. Donc, c'est une D'accord. relation très, Ouais. très aimants, très unis. Mhm. Mais il y a la souffrance de son passé aussi. Je pense que j'ai toujours... C'est la peur de manquer. Je pense que j'ai toujours... La peur de manquer, c'est intéressant ça, parce que la peur de manquer, et pourtant vous retrouvez dans 2 situations amoureuses où vous êtes le numéro 2, c'est-à-dire pas forcément celle pour laquelle on agit en priorité. Non, Pascal, c'est étonnant. C'est-à-dire que quand on a manqué, on se met dans la position du manque. Ça peut paraître paradoxal, mais on reproduit la position qu'on a adoptée ou qu'on a eue. Ça, c'est par un truc qui force. peut parler à Philippe aussi, peut-être, non? Bah oui, parce que moi, j'avais des parents qui n'étaient pas très maternels. Quand on a manqué, on se dit donc on va se mettre dans une position où on ne risque rien. Eh ben non, justement, on risque de reproduire le même schéma et de se remettre dans la situation où on manque parce que peut-être qu'on ne s'estime pas assez Voilà. pour se dire qu'on peut avoir mieux que ce qu'on a eu auparavant. Bon, fait alors 4 ans, les revenons demandeurs. à Anne. Et bien donc, du coup, il me dit qu'il va quitter sa femme, qu'il va divorcer. Donc il est sûr de lui, que tout va bien. Et donc je lui dis, bah, écoute, oui, tu me le dis, mais maintenant, bon, après, dans les faits. Donc les choses ont continué. J'ai rencontré ses parents, enfin sa maman, j'ai rencontré sa sœur, sa famille, ses petits garçons, donc adorables. Je me suis Donc vous attachée étiez à eux. toujours très amoureuse Donc, de lui. très amoureuse. Et très dans l'envie de vivre avec lui. Voilà. Et puis, 6 mois après, il revient à la maison, et puis surprise. C'était, il avait divorcé. Bah, vous étiez contente. Ah oui, j'étais, oui, Quand on- j'étais contente. Quand on divorce, on l'annonce de cette façon. Oui, enfin, je veux dire, il était très content de me dire qu'il avait divorcé parce que voilà, et qu'il avait divorcé d'accord. pour moi et que Il je avait l'étais- tenu sa promesse. Il avait tenu Ouais, sa tenu sa promesse, promesse, ouais. voilà, et que tout allait bien. Et alors donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je lui ai demandé comment il faisait au niveau de son appartement, est-ce qu'il restait ou pas. Il m'a dit, bah non, je le J'arrive. laisse. Voilà, c'est un peu ça. Voilà, et donc là, j'ai commencé à vivre avec lui au jour le jour. Donc il faisait venir ses copains. Enfin bon, il y avait, c'était pendant que je travaillais. Lui ne travaillait plus. Donc c'est moi qui, entre guillemets, subvenais à ses besoins. Donc le côté glamour s'est un peu arrêté. Il a commencé à prendre du poids. Donc il est devenu un gros nounours, mais vraiment un gros nounours. Il y a de la matière, là. Voilà, donc la brioche, tout ça, à se laisser aller. Et alors là, je me suis rendu compte que finalement, c'était mieux avant. Donc voilà. Donc de la désillusion. Oui, c'était vraiment insupportable. Donc je m'accrochais un peu aux enfants parce que je voyais les enfants, je m'étais attachée à eux. Mais c'est vrai que le quotidien en tant que couple, c'était... Voilà quoi. C'était... Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ça s'est mal passé. Donc il m'a dit qu'il changerait. Et en fait, quand je rentrais, il y avait, c'était un peu le bazar. Enfin bref, j'étais un peu bobonne. Donc c'était pas trop. Donc j'ai décidé d'arrêter. Et donc ça s'est terminé. Donc vous l'avez mis dehors. Je l'ai mis dehors, oui. Oui. Désillusion aussi pour Philippe, puisque donc il y a cette procédure de divorce. Vous pensiez profiter d'elle un peu plus, elle n'était plus avec son mari, mais pas du tout. Elle vous demande au contraire de la voir de manière la plus secrète possible. En catimini, oui. En catimini, donc c'est encore plus compliqué à gérer. Beaucoup plus compliqué, ouais, parce que là, c'est vraiment destructeur. Hein. Ouais. Rien de plus destructeur que de venir en rasant les murs et ne pas se montrer pour justement qu'elle ne perde pas. Pour ne pas entacher la procédure. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? Ils Bah, ont divorcé. Ils ont divorcé. Et puis donc là, Bon, vous vous êtes dit, là, on va vivre ensemble. Ça y est, maintenant, elle est libre. Oui, donc on a cherché un appartement. Je l'ai aidé à emménager. Et puis après, donc... Il n'a pas été question que vous emménagiez ensemble? Non, parce que disons que je voulais garder le côté un peu... Chacun chez soi. Chacun chez soi. Et On puis, se retrouve pour le meilleur. Voilà, exactement. Et là, au moment où vous vous dites, enfin, ça va être possible Bon. de vivre cette histoire avec elle, qu'est-ce qu'elle vous dit? Ben, il y a eu un revers de médaille, donc ça a été très clair. Elle fait oui, elle voulait rester plus vers l'ex-mari que
que moi-même. Hein. C'est-à-dire qu'elle a voulu mettre un terme à votre Voilà, relation. exactement, parce que comme on se voyait, en fait, moi, je pensais que je la verrais tous les jours, mais en fait, il est resté Donc, cette histoire de week-end, c'était que le week-end, mais rien d'autre. Et alors, comment vous viviez cette période? Vous disiez quoi, vous? Je me sentais lamentable. Je dis, c'est pas possible qu'on puisse rentrer dans une situation comme ça sans s'en démêler, quoi. Est-ce que vous avez essayé de prendre vos distances? Non, puisque c'est moi qui relançais et qui limite de l'harcèlement. J'harcelais cette personne. Pour la voir plus? Pour la voir plus, puis bon, je guettais sous la fenêtre pour voir à quel moment elle rentrait. À quel moment vous vous êtes dit, c'est pas possible que je m'inflige une situation pareille, que je me manque de respect à ce point? Ben, ça a mis du temps quand même, ça a mis plus de 2 ans. Plus de 2 ans, mais ça marque quand même, c'est destructeur, ça fait mal. Comment vous avez pu prendre la décision d'arrêter tout ça? Ben, une petite voix qui est venue me secouer un peu en me disant bon, il faut que tu arrêtes, hein, tu ne peux plus continuer comme ça. Qu'est-ce que vous avez décidé? Eh ben, de ne plus la voir. De ne plus la voir. Ça a été donc une rupture radicale. Donc je suis rentré à la maison. C'est comme arrêter une drogue. Il y a Oui, une période exactement. Il y a une de espèce sevrage. d'addiction. Comment vous avez fait pour tenir? Ben, difficilement, parce que tous les soirs, donc je cauchemardais, et toujours ces images positives et négatives, tous les bons moments et les mauvais moments entre-temps qui sont entremêlés. Vous ne pensiez qu'à elle? Oui. Ce qui me frappe dans ce que vous racontez, c'est de voir à quel point vous avez été des années dans une situation à votre désavantage, vous avez tout accepté, vous étiez en attente, vous avez accepté de vous cacher, etc. Et d'être quand même capable, du jour au lendemain, de cette détermination. C'est fort quand même, Pascal. Il y a eu un instinct de survie. Je me demande si, à un moment donné, vous n'avez pas eu l'impression quand même d'être un peu manipulé, ce qui aurait... Oui, il y a une manipulation. Activé, oui. Oui, il y a une manipulation, c'est d'accord, sûr. voilà. Oui, Parce que c'est elle qui tenait les rênes, en fait. Et il y a eu un instinct de survie, un espèce de sursaut vital à l'intérieur qui se dit mais non, mais c'est pas possible, je dois sauver ma peau. Je ne sais pas ce qui faisait en moi de rester là et de ne pas prendre une décision ferme. En tout cas, bravo de l'avoir prise. Mais le problème, c'est que ça fait quand même 10 ans que vous ressassez tout ça et que vous n'en êtes pas vraiment sorti quand même. Ah oui, c'est vrai. À tel point que maintenant, j'ai peur d'aborder une fille. Vous avez eu d'autres histoires depuis cette séparation? Oui, mais une qui a duré à peine 6 mois et j'ai tout fait pour me faire détester. Est-ce qu'elle a essayé de vous relancer? Oui. Vous avez résisté? Oui, mais à tel point donc, que j'ai enlevé mon téléphone fixe. J'ai laissé des messages en me disant pour prendre de mes nouvelles. Prendre mes nouvelles, puis donc il était interdiction de lui téléphoner ou de... D'accord, vous êtes fort quand même. Hein. Est-ce que vous diriez que vous avez perdu une estime de vous, une confiance de vous dans cette histoire? Oui, dans tout ça, parce que j'ai abandonné pas mal de ce que je faisais, quoi, de toutes mes activités. Là, j'ai repris, surtout le sport, surtout mes randonnées. On entend beaucoup de manipulation. Hein, oui, quand même pas mal, mais à un moment donné, il a quand même décidé de ne plus souffrir, ou en tout cas de moins souffrir. Sauf qu'il n'a peut-être pas été jusqu'au bout du processus. Ce serait quoi le bout du processus? Ce serait de ne plus souffrir du tout. Et de construire autre chose. De construire autre chose. C'est facile à dire ça, Pascal, de plus souffrir. Quand on souffre, on souffre. Oui, mais justement, peut-être d'arriver à comprendre pourquoi il est resté si longtemps dans cette histoire, comment il y est entré et pourquoi il y est resté si longtemps. Il nous a donné des éléments tout à l'heure, en parlant peut-être de ce manque affectif dans son enfance. Oui, vous êtes quelqu'un qui est peut-être un petit peu dans la dépendance affective, hein. C'est-à-dire que vous avez besoin du regard de l'autre pour vous sentir validé. Et alors le fait qu'il n'ait pas eu d'autres relations vraiment depuis, ça veut dire qu'il s'en protège? Il a peur de souffrir? Oui, un petit peu, oui. Alors, la personne, il y a 6 mois, donc ça s'est terminé il y a 6 mois environ, mais je l'ai bassiné avec ça. Avec quoi? Avec mon histoire. Elle m'a mis dehors, quoi. C'est normal. Ah oui, c'est normal, tout à fait. Parce que vous lui parliez d'une relation et pas de la vôtre, enfin pas de la vôtre entre vous. Elle me l'a bien dit ouvertement que cette histoire ne lui appartenait pas. Non, mais ce qui est important, Philippe, c'est que vous trouviez des enseignements dans tout ça, dans cette souffrance, pour à la fois vous en éloigner et ne pas reproduire tout ça. Voilà. À partir du moment où
Vous avez conscience du fait que une dépendance affective vous conditionne. Vous pouvez vous en affranchir. C'est bien de reprendre des activités. Vous avez dit que vous avez repris le sport, des choses comme ça. Parce qu'en fait, vous avez besoin de retrouver votre propre valeur. Pour retrouver l'estime de soi, il faut retrouver la conscience de sa propre valeur, notamment. Et on la retrouve en se lançant des défis acceptables. Défi, c'est un grand mot. Mais reprendre une activité sportive, retrouver une image de soi. Se faire plaisir. Se faire plaisir, se connaître. J'ai repris le théâtre, donc on a un projet, donc je pense que ça va me laisser une ouverture quand même, de manière à oublier tout ça. Puis, bon, il y a le sport également qui est beaucoup plus... Vous l'avez déjà bien dépassé, mais en fin de compte, c'est comme si vous étiez un petit peu arrêté en route. C'est ça, j'ai pas mené à son terme, donc... Mais ce qui est positif, c'est qu'il est là aujourd'hui, et s'il est là aujourd'hui, c'est que justement, il a envie d'aller plus loin. Voilà, il est déjà bien en chemin. Et je suis sûre que dans cette troupe de théâtre, là, vous avez des copines. Ouais, mais... D'accord. Elles sont jeunes. Elles sont trop jeunes. Non, elles sont trop jeunes. Qu'est-ce que vous aimeriez? Qu'est-ce que vous cherchez? On sait jamais, là. On fait... On va avoir des appels. On lance un appel. D'accord. Mais en fait, non, il faut que ce soit spontané, il faut que ce soit... C'est pas la recherche comme ça, comme on le dit. Il ne faut pas que ça se fasse comme ça. Non, mais vous cherchez une fiancée ou une copine amie? Là, c'est beaucoup plus amical maintenant. Partager, leur faire découvrir Grenoble et sa région, toute la partie montagneuse. D'accord. Hein? Vous voulez être guide touristique, quoi. Voilà, exactement. Leur faire connaître, leur faire le tour du Mont Blanc, par exemple. Peut-être on peut trouver un amour avec lequel on soit complice. Ça existe. Mais j'ai plus envie de foncer comme je l'ai fait jusqu'à présent. Voilà. J'ai envie que les choses se passent. Ouais. En tout cas, il faut penser à vous et vous protéger, vous faire du bien. Il y a les enfants, les petits-enfants. Vous avez des enfants? Oui. Là, ils me font du bien. Par contre, c'est ma bouée de sauvetage, heureusement. Heureusement qu'ils font appel à moi, comme ça, pour garder les petits-enfants, puis ça me fait plaisir. Alors Lise, on va revenir à votre histoire, vous, à une suite d'histoires un peu plus positives, puisque donc vous avez cet enfant, le papa est heureux, vous vivez cette situation tant bien que mal, jusqu'au jour où quand même vous allez poser un ultimatum. Qu'est-ce qui vous a pris tout d'un coup de vouloir poser un ultimatum? Je me suis levée un matin, comme les autres, et je me suis dit, ce matin-là, maintenant, je vais lui dire l'ultimatum. Pourquoi? Parce que ça vous manquait quand même qu'il ne soit pas là tout le temps? Non, parce que je me suis dit, notre relation, elle avait presque 3 ans, elle avait 2 ans et demi. Il y avait un enfant qui était là, d'accord? Donc, je lui ai donné ma jeunesse, mon corps, mon amour. Je lui ai fait un enfant malgré qu'il n'en voulait pas. Et la décision, il n'en prend pas. Donc, à un moment, il faut prendre une décision. Je n'allais pas être la femme de l'ombre toute ma vie. Donc, je lui ai dit, un matin, j'ai été travailler, on a travaillé ensemble, j'étais toujours égale à moi-même, tout le temps pareil. Et quand il est venu à la maison pour manger le midi, je lui ai dit, ben voilà, écoute, tu vois, en rentrant, il m'a fait le bisou. Je lui ai dit, ben, tu vois, c'est le dernier. Tu fais ton choix. Et maintenant, ou tu choisis ta femme, ou tu choisis moi. Il est parti un peu en colère, un peu fâché, malgré qu'il a eu le bisou quand même en partant, mais il est parti. Inconfortable. Ben, inconfortablement. Oui. C'est normal. Et je lui dis, le mardi matin, quand on reprendra le travail à 7h du matin, si je n'ai pas de réponse, notre relation, ça reste là. Mais je te respecterai toujours, tu me respecteras, on se dira bonjour, mais ce sera terminé chez moi. Voilà. Par contre, le petit, tu le verras toujours. Je ne te demande ni pension alimentaire, ni rien. Et je ne veux pas qu'il porte ton nom, je ne veux rien. Ben oui, mais à un moment donné, il y a un choix à faire quand même. Parce que 3 ans, ça faisait maintenant 3 ans environ. Au bout de 3 ans, il avait eu le temps de réfléchir. Il avait le temps de savoir ce qu'il voulait. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti. Où? En week-end, avec sa femme, chez sa maman. Ouais. Et le samedi soir, moi, je suis sortie avec mes amis, bien sûr. Ma maman a gardé le bébé. Et... vers minuit, ma mère a reçu un coup de téléphone parce que je n'étais pas là. Il a demandé après moi et ma mère, elle lui a pas voulu lui dire que j'étais sortie. Et elle lui a dit non, elle dort, ce qui était un petit mensonge. Mais je sortais, mais je ne faisais pas de mal et je ne l'ai jamais trompée. Je précise, j'ai toujours respecté. Et puis mon frère est venu me chercher à la soirée que j'étais. Et à la soirée, il m'a dit voilà, maman, elle veut te voir absolument, il faut que tu rentres de suite. Je suis rentrée, ma mère m'a dit j'ai reçu un coup de fil, il arrive. Donc, il avait quand même 7 heures de route. Il n'en a mis que 5 heures, tellement il roulait vite. Et il est arrivé, et voilà, et on ne s'est plus quitté.
Et alors, Là, c'est vous super. avez vécu ensemble, On a vécu ensemble. vous avez déménagé. C'était en 81, donc après oui, en avril 81. Après, en avril 82, un an après, on a déménagé de région. On est parti à 1000 km pour éviter, parce qu'il y avait comme le divorce qui était mis en route, pour éviter tout. Donc, je voulais la distance. On a mis la distance. Et en septembre 85 est né un deuxième enfant, une petite fille. Super. Ah bon. Oui. Et on a fait notre vie Génial. ensemble. Vous avez vécu combien d'années? 25 ans, jusqu'à temps qu'il décède. Il est Malheureusement. décédé d'une maladie? D'un arrêt cardiaque foudroyant dans mes bras. Et vous avez été heureuse pendant 25 ans? Très heureuse. Très, très heureuse. Ce sera à refaire, je le referai. Je suis un peu émue par l'histoire de Lise, pardon. Pourquoi vous êtes émue? Oui, non, parce que c'est une très belle histoire. Est-ce que vous auriez aimé que l'une de vos histoires se termine comme ça? Vous avez un côté très romantique. Oui, oui, non, oui, mais je pense que réellement, je voulais qu'aucune des deux histoires se termine, entre guillemets. Je pense que c'était pas... Il y a eu une période, mais je sais que pour rien au monde, là, je revivrais ça. C'était trop, parce que j'ai trop donné. Je suis quelqu'un qui donne, et au final... Alors, vous me disiez tout à l'heure, en début d'émission, que si c'était à refaire, vous ne repartiriez pas dans ce genre de relation. Non, je préfère aimer au grand jour, et plutôt que... voilà, je pense que là, à l'heure actuelle... Puis en plus, c'est paradoxal, mais quand j'étais jeune, j'étais très fleur bleue, très passionnée. Et aujourd'hui, à 40 ans passés, je suis encore plus à fleur de peau et encore plus passionnée et encore plus... comment Vous en dirais-je êtes où aujourd'hui dans votre vie amoureuse? Dans ma vie amoureuse, alors, entre-temps, j'ai rencontré mon mari. Je suis restée 13 ans avec lui. J'ai divorcé. Et là, je vis une superbe histoire d'amour passionnée. Il est libre. Il est libre? Voilà, il est libre. Vous êtes sûre, hein? Oui, j'en suis sûre. Non, j'ai pas de doute. Il est libre et c'est magnifique. Et je peux vivre ma passion au grand jour. Vous vivez ensemble? Et c'est extra. Non, on est chacun chez soi. Mais on se voit pratiquement tous les jours et c'est formidable. Et vous, Philippe, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne? Je ne veux plus être l'homme de l'ombre. J'ai envie de vivre, comme le disait Anne, j'ai envie de vivre également au grand jour et puis vivre pleinement tous des bons moments, quoi. Vous y êtes presque. Il suffit qu'une femme qui vous correspond se présente sur votre chemin. Le problème, c'est que je ne cherche pas, à moins qu'elle tombe du Ah, ciel. mais on peut trouver sans chercher. C'est souvent... Sans chercher. Sans chercher, il y a des belles histoires. Oui. C'est surtout comme ça qu'on Oui. trouve. Hein. Oui. Voilà. Qu'est-ce que vous lui donneriez comme conseil, justement, Lui, pour c'est vivre le mieux possible sa prochaine histoire? C'est de s'aimer le plus possible, lui, déjà, en étant bien dans sa peau. Le fait qu'il ait repris ses activités, tout ça, le théâtre, le sport, je vois quelque chose de vraiment très, très positif là-dedans. Et puis de se laisser aller, mais c'est ce qu'il fait déjà. En fin de compte, c'est juste une question de temps et peut-être pas même tellement lointain que ça, parce que je pense qu'il est prêt. La souffrance, c'est résiduel chez lui, si vous voulez. Je pense à toute cette... Ça a été quand même un effort, je veux dire, de me déplacer comme ça. C'était un gros effort. Hein. Est-ce que vous vous sentez mieux, là? Ça va mieux? Oui, mon estime a augmenté. Depuis le début de l'émission? À l'échelle de 1 à 10, elle est partie de 5 à 6, on va dire. Moi, je pourrais dire, pour votre relation, la prochaine, surtout ne parlez pas de votre passé à la prochaine femme. Ouais. Parlez d'autre chose, surtout pas du vécu et du passé négatif que vous avez eu. Vous êtes d'accord, Pascal? Moi, je suis Oui, pas enfin, d'accord. faut pas forcément l'occulter complètement Non, mais- si on a envie d'en parler, mais s'il a envie d'en parler, mais faut pas que ça devienne un élément central Oui. dans la nouvelle faut pas relation, parce que ça la détruit, ça la phagocyte, ça la mange complètement. L'histoire ne lui appartient pas. Et ça endommage. Et il faut avoir le courage, à un moment donné, vous l'avez, de passer justement le cap, de se lancer dans autre chose. Vous avez le potentiel pour être heureux. Ouais. On y croit. Bon, ce que je vous propose maintenant, c'est de découvrir une drôle d'initiative qui va certainement vous faire réagir et qui est née à Shanghai, en Chine. Il s'agit d'une entreprise qui propose un service assez particulier aux épouses, justement, dont le mari est volage. Alors, ça s'appelle des décourageuses. Je plaisante pas, hein, c'est vrai, ça existe. Ce sont des femmes qui vont à la rencontre des maîtresses, justement, de ces hommes mariés,
donc qui auraient pu venir à votre rencontre, mesdames, pour tenter de casser ces couples illégitimes. Alors, j'imagine que ça va vous faire réagir. On va regarder justement ensemble un extrait du reportage qui a été diffusé dans Envoyé spécial et qui leur a été consacré. Et puis, vous nous donnerez votre sentiment après. En plein cœur de Shanghai, une société comme une autre. Les locaux abritent un standard téléphonique d'un style particulier. Il emploie des dizaines de spécialistes en relations conjugales. Leur travail n'est pas de raccommoder des couples en souffrance, mais de casser des unions illégitimes. On les appelle les décourageurs de maîtresses. À la tête de cette société, Madame Ming. À 47 ans, cette ancienne professeure de chinois reçoit 20 clientes par jour. Comme Sissi, une femme de 32 ans, qui semble très affectée. Sissi est venue voir Madame Ming parce que son mari a une maîtresse. Si la détective parvient à casser cette relation extra-conjugale, Sissi va lui verser 80 000 €. La mission commence toujours par un questionnaire. Nom de la maîtresse, adresse, numéro de téléphone et surtout habitude du mari. Il est fonctionnaire, il a du temps. Il dîne souvent avec des amis. Du coup, il rencontre beaucoup de monde, des hommes mais aussi des femmes. Ils font souvent des karaokés tous ensemble. La méthode de Madame Ming, devenir la confidente des maîtresses pour les influencer. Je vais lui dire que je suis une vieille amie de son amant. Sinon, je ne pourrais pas connaître son adresse. En ce moment, son amant pense à la quitter. On voit son ombre sous la porte. Y a quelqu'un? Y a quelqu'un? Elle nous a vus à travers le Judas. C'est parce que j'ai un sourire rassurant. C'est pour ça qu'elle m'a rappelé. Je suis super contente. La maîtresse apparaît. Elle semble très fragile. Je suis Madame Chu. C'est pas grave. Elle vient de me dire qu'aujourd'hui, c'est son anniversaire. Et ça fait 15 jours qu'elle est fâchée avec son amant. Elle croyait que c'était lui qui m'avait envoyé pour renouer les liens. C'est ce qu'elle s'est dit en nous voyant derrière le Judas. Dès que la femme de son amant a appris qu'il avait une maîtresse, il est revenu à la maison. Donc, je pense que j'ai 100% de chances de réussite. Alors, nos dénicheurs nous ont rejoints. Aude, Bonjour. Luc et Émilie, bonjour à tous les trois. Étonnant, cette histoire. 80 000 €, moi je ne payerais pas. 80 000 €. C'est une somme, c'est sûr. Vous ne payerez pas, c'est-à-dire vous préférez ne pas savoir, alors, dans ces cas-là. Je saurais par mes propres moyens, mais pas payer 80 000 € quelqu'un pour essayer de reconstruire un couple. Parce que si elle reconstruit, c'est bien pour elle. Elle a mis le couple ensemble, mais c'est pas dit que le couple il va fonctionner. Ouais. C'est ça le problème. C'est le fonction du couple. S'il y a une cassure, une fêlure dans le couple, il ne va pas se reconstruire parce qu'elle aura payé 80 000 €. Et parce qu'elle éloigne la maîtresse. Vous êtes d'accord, Pascal, avec cette idée-là? Oui. C'est-à-dire que là, on se situe dans un contexte oriental, on est en Chine. Il faut savoir que dans la Chine ancienne, il y avait cette figure de l'entremetteuse. Et donc, c'est pour ça que dans ce pays-là, c'est moins incongru de voir ce type d'activité et de situation qu'ici, dans notre monde, en Europe ou dans le monde occidental, ça paraît assez bizarre comme initiative. Mais là, ça s'inscrit dans un contexte historique. Et culturel, quoi. Voilà, et culturel. C'est pour cette raison aussi que c'est une démarche moins étrange, située culturellement. Anne, mais effectivement. vous réagissez comment? Si quelqu'un était venu vous voir pour vous décourager, comment vous auriez réagi, vous? Ah, je ne me serais pas découragée, au contraire, ça m'aurait encore plus donné la pêche. Parce que comme je suis passionnée, je me suis dit, ben, vas-y, essaie ma cocotte, mais tu es pas prête de toucher tes 80 000 €. Ça m'étonne pas de vous, ça, tiens. Alors, ils utilisent quels arguments, Aude, pour décourager les maîtresses? C'est des experts en manipulation. Alors, on les appelle
s'appelle donc des décourageurs de maîtresses. Alors, ils ont des arguments très moralisateurs. Pour commencer, ils commencent à expliquer que voilà, c'est pas très moral, vous allez ruiner des familles, rendre des enfants malheureux. Donc ça, c'est les arguments très culpabilisant. De base. Oui, c'est ça. Alors là, pour le coup, c'est basique. Là, Madame Ming, qu'on voit, elle se fait passer pour une amie d'enfance de l'homme marié pour rentrer dans la vie de ces femmes. Elle devient leur confidente. Donc, c'est quand même très tordu. Hein. Voilà, nous, on a été assez estomaqués à la rédaction quand on a enquêté, qu'on a trouvé cette initiative. On n'imaginait pas que ça puisse exister. En fait, c'est un peu comme des détectives privés, mais qui ne sont pas, pour le coup, dans l'ombre et qui ne sont pas témoins, simplement, qui deviennent des vrais acteurs. Il y a même, dans la suite du reportage, on ne le voit pas là, mais il y a même un homme, décourageur de maîtresse, il approche l'homme d'affaires qui a une maîtresse et il essaye de séduire lui-même cette maîtresse. Donc, tous les moyens sont bons. Oui. Là, elle, c'est une spécialiste, apparemment, donc on se l'arrache à prix d'or. Donc, c'est 80 000 € pour elle. Parfois, c'est 150 000 €, hein, ça peut aller jusqu'à 150 000 €, c'est très très lucratif. Et alors, donc c'est souvent des femmes qui font ça, puisque c'est souvent les maris qui trompent leurs femmes. Parce que là-bas, en Chine, il faut savoir qu'on se met en scène avec sa maîtresse, c'est comme jouer au golf en fait. C'est un trophée. C'est un signe extérieur de pouvoir, de richesse. Là-bas, il y a quand même 3/4 des divorces qui sont liés à des infidélités, mais qui sont avérées en fait. Donc l'adultère en Chine est un vrai business. Mais alors, est-ce qu'ils y sont parvenus là, à décourager cette maîtresse? Elle a réussi à décourager cette maîtresse, exactement. Donc, elle a touché les 80 000 €. En plus, elle est super jeune, là. Elle est très jeune femme qui vient faire appel. Elle a 32 ans. Oui, c'est vrai. C'est 80 000 € à 32 ans. C'est dans une sphère quand même assez riche, évidemment. Hein. Il va recommencer. Il va recommencer avec une autre. C'est ça. C'est dingue. Il est énorme. Oui. En fait, ils ont moins la culture de la thérapie. En Chine, Pascal, vous me direz si je me trompe, de la thérapie. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas aller voir un thérapeute de couple pour essayer de régler leurs problèmes, mais ils vont repousser, ils vont essayer de repousser la première maîtresse. Et évidemment, on imagine qu'il y en aura d'autres par la suite. Quel est le taux de réussite de cette agence? 90% de taux de réussite. Et alors, ils se targuent d'avoir brisé 20 000 couples illégitimes en 15 ans. Cette agence existe depuis 15 ans. 20 000 couples qui ont été dissous. Il en existe beaucoup d'accords comme ça. Ça vous intéresse, Philippe? Ça arrive. Ouais, si je pouvais, professionnellement. Alors je vais vous donner quelques informations. Exactement. Il existe. Alors, figurez-vous qu'en Chine, c'est un vrai phénomène. Ça n'existe pas en France. Alors, en France, il faudra que vous vous expatriez. Malheureusement, ça n'existe pas en France. En revanche, là-bas, c'est un vrai phénomène. Il y a de plus en plus de villes où on trouve ces décourageurs. Alors, c'est les hommes et les femmes, hein, donc vous pouvez. C'est hommes et femmes. Décourageurs ça va dans les deux sens. De maîtresses. Et figurez-vous qu'il y a une formation. Pour se former à ce métier d'avenir. Et c'est quand même 45 000 € les 6 mois de cours. Il faut avoir les 6 mois en accéléré aussi. Donc il faut... c'est un investissement. En revanche, il existe en France des agences d'alibi. Voilà. C'est complètement... Dans un autre genre. Alors, on n'est plus dans la sphère. Là, c'est quand même très, très moralisateur, tout ça. C'est plus l'empire. C'est le contrepoint, en fait. C'est plus l'empire du milieu. C'est très moralisateur, mais leurs méthodes ne le sont pas forcément. Pas du tout. D'ailleurs, il y a une vraie polémique. Il y a une vraie polémique en Chine, parce que notamment les avocats qui s'inquiètent de ces méthodes, justement, parce que c'est parfois quand même à la limite de la légalité, à la limite du harcèlement. Et eux, alors, se défendent en disant et puis peut-être aussi, ça leur enlève du business à eux. Oui, peut-être. Et comme Sophie disait, il y a les alibis, mais les alibis, c'est moins cher. C'est entre 45 et 50 €. Mais dites donc, vous avez de cette histoire d'alibi. Non, parce que j'avais vu une émission là-dessus et que... D'accord, ouais. On connaît même les tarifs. En tout cas, eux, ils se défendent en disant que parfois, alors effectivement, ils cassent des couples, mais qu'ils proposent à ces femmes, à ces maîtresses, des alternatives avec des hommes qui sont... ils découragent les maîtresses et ils casent les maîtresses et conduites. Parfois, ils casent les maîtresses et conduites avec des hommes. C'est plus sûr en même temps. Bon, allez, autre sujet avec Émilie, là encore très intéressant, puisque vous allez nous parler d'une dame qui aide les autres à se sortir de leur relation toxique. Exactement. Alors, Géraldine Prévost-Gigant, Luc nous montre sa Elle photo. est thérapeute de couple? Exactement, elle est thérapeute. Mais
elle n'est pas devenue thérapeute par hasard, et c'est là que ça devient intéressant. Géraldine était photographe avant d'être thérapeute, et pendant sa jeune vie d'adulte, elle a eu une relation amoureuse classique qui l'a mise sans dessus-dessous. Elle a été très malheureuse, et elle était tellement malheureuse qu'elle s'est dit « il faut que j'aille consulter », donc elle est allée voir une thérapeute. Et pendant sa thérapie, elle a rencontré un homme marié, et elle est restée 2 ans avec lui. Et elle a décidé de le quitter, et elle m'a confié que elle avait eu cette force parce que elle était plus mature, elle était plus lucide, elle s'est rendue compte que voilà. Ça menait à rien, quoi. Voilà, exactement. Et cette force aussi, elle l'a eue grâce à la thérapie. Et là, ça a été un déclic pour elle, et elle s'est dit, pour aider les autres, et pour que voilà, ils ne vivent pas aussi des relations toxiques ou des relations de dépendance affective, je vais moi-même devenir thérapeute. Et donc, elle a fait une formation pour devenir thérapeute, et aujourd'hui, elle a ouvert elle est à la tête de son cabinet, elle l'a ouvert en 1996, et elle a aussi initié en France des groupes de parole de femmes, uniquement de femmes, absolument pas mixtes, où les femmes viennent en fait se confier sur la solitude, les relations amoureuses et la dépendance affective. Et c'est ça qui est vraiment novateur. Pourquoi que les femmes? Parce que par exemple, Philippe n'aurait pas pu aller à un groupe de parole. Alors au départ, interdit de séjour. Alors au départ, les groupes étaient mixtes. Et Géraldine, au fur et à mesure, elle s'est rendue compte que pour vraiment libérer la parole et pour qu'il y ait un vrai partage d'expérience, il fallait plutôt que ça se déroule entre femmes, parce que ça permet aussi de créer une vraie caisse de résonance, d'être en miroir. Il pourrait y avoir des groupes composés que d'hommes. Il pourrait aussi, mais elle a décidé de se consacrer uniquement à la problématique féminine qui est bien particulière. Et alors ça se passe comment, un groupe de parole? Qu'est-ce qu'on fait précisément? Alors, on se retrouve. Aujourd'hui, en fait, elle a 2 groupes. Géraldine a initié 2 groupes de parole. Le premier sur la question du célibat et le second sur la question de la dépendance affective. Et alors, ces groupes de parole ont lieu tous les mois, de septembre à juin, des années scolaires classiques. Et donc, tous les mois, les femmes se rendent, une douzaine de femmes se retrouvent pour échanger sur leurs problématiques, partager leur histoire autour de la dépendance affective. Et ce dont Géraldine s'est aperçue, c'est qu'en général, les raisons sont assez similaires. Souvent, ce sont des femmes qui ont peur de se retrouver seules. Souvent, ce sont des femmes qui ont aussi peur d'avoir une relation normale, qui ont envie quelque part aussi de préserver une partie de leur liberté. Est-ce qu'en dehors des groupes de parole, il y a une autre prise en charge de la part de Géraldine? Est-ce qu'elle suit ces femmes individuellement? Alors, elle peut les suivre individuellement. Effectivement, elle recommande que le groupe de parole soit aussi couplé avec soit un suivi individuel ou qu'au préalable, il y ait eu une thérapie qui ait été effectuée pour que ça aille plus vite et que le groupe de parole soit plus efficace et qu'on aille droit au but. Mais vraiment, l'objectif, c'est d'être dans le partage d'expériences et finalement de se reconstruire ensemble. Ça se passe qu'à Paris? Alors, pour l'instant, effectivement, ces groupes de parole se passent uniquement à Paris, se déroulent pendant 3 heures. Mais après, il y a des ateliers et puis des conférences qui sont organisées régulièrement en province. Et si d'aventure, vous n'avez pas la possibilité, que ce soit en termes de proximité ou vous n'avez pas les moyens de vous rendre à ces groupes de parole, Géraldine a écrit un livre pas mal du tout. 50 exercices pour sortir de la dépendance affective. Et ça, c'est sympa. Moi-même, je l'ai regardé parce que j'ai fait le petit test derrière. Donc, alors, tu l'es? Écoute, entre 2 à 5 réponses, le livre sera probablement bénéfique. Donc, moi, je suis entre 2 et 5 réponses. Donc, et ben voilà. Peut-être qu'il faut que je fasse les petits QCM. J'ai peut-être une petite dépendance affective. affective. Pour savoir si le livre peut vous servir ou pas. Exactement. Alors, en fait, entre moins de 2 réponses, ce livre ne vous concerne pas. De 2 à 5 réponses, ça sera probablement bénéfique. Et de 6 à 10 réponses, ce livre vous aidera à faire le deuil d'un amour idéal. Tiens, on va faire le test à Philippe. C'est ce que je redoutais, là. Vous l'avez vu? Non, c'est bienveillant. Alors, allez-y. Voyons pour qu'on se rende compte quel genre de questions sont posées. Vous les lisez? Pour vous, être fou d'amour, c'est la vie, la vraie? Ah oui. Alors oui. Là, vous dites oui, Philippe. Ah oui. Ah, ouais. Ensuite. On vous dit fort, mais fort ou forte, mais au fond,
Vous sentez très fragile. Ah oui. Ah là, oui. Ça fait déjà 2. Donc déjà là, Philippe, attention aussi, c'est un gros oui, là, le livre va vous concerner. Alors ensuite. Vous enchaînez les relations amoureuses car vous ne supportez pas la solitude. Oui. C'est sûr, mais aussi. Ah, Oui Philippe. aussi, là, oui. Oui. Ah oui, oui. Ah, je suis obligé de dire oui, là. À 5 réponses, on vous donne le livre. Ouais. 5 réponses positives. À 5 oui, vous l'avez. Vous êtes à 4. En amour, vous ne tirez jamais les bons numéros. Ah là, non, hein, quand même. Non. Vous êtes quelqu'un de très émotif. Alors, Ah oui. Bon, ben voilà. Ah Le ben livre voilà. pour Philippe. Ce qui est bien avec Philippe, c'est qu'on peut répondre à sa place. C'est déjà la vous réponse. téléphonez à vos parents Non. plusieurs fois par semaine, non. Non, ça non. En groupe, vous avez une peur terrible d'être exclu. Oui. Oui. Bon, ben, Bon, donc, Quasiment un on sans va, faute. Hein. on va Allez, lui sans donner faute, le là. livre. Tout à fait. Et qu'un Non, nom, mais hein. surtout, ce livre, vraiment, il est Mais très sympa parce il que... y a quoi à l'intérieur Alors, du livre dedans, il y a des petits QCM. Et ce qui est sympa, c'est De que quoi, c'est pardon des petits questions, comme les tests. questions à choix multiples, des petits QCM. Et ce qui est sympa, c'est qu'en fait, c'est un vrai rendez-vous avec vous-même. C'est un très moment où vous ludique. faites un bilan et vous êtes en prise de conscience. Pendant que vous cochez les réponses, vous vous dites « Ah ouais, en fait, je suis comme ça. Moi, il me plaît bien ce livre aussi. J'avais quelques oui aussi. Je pense que mais c'est tous là, je n'ai pas besoin. Oh, si, j'en ai besoin, moi. C'est sensible de la dépendance. Et alors, donc, une fois qu'on a fait les tests, il y a des En conseils. fait, il y a des conseils au fur et à mesure, et surtout, après, comme vous êtes dans une prise de conscience, forcément, vous êtes dans une réaction, donc vous avez envie d'évoluer. Donc ça peut vous permettre de passer à l'étape suivante. Donc, c'est ludique et c'est instructif. Je vous laisse. C'est sympa. Et je crois qu'elle a écrit également un autre ouvrage sur La relation amoureuse. comment retrouver une nouvelle relation après une rupture. Et ça a été traduit en italien. Est-ce que vous pourrez l'offrir oui, aussi à d'accord. Philippe, parce que ça l'intéresse aussi, ce sujet-là. Et on trouve en librairie. Oui. Pascal, on a quand même l'impression qu'on a tous, un jour ou l'autre, vécu une relation toxique et qu'on est tous plus ou moins... Si je fais un test, qui n'a pas vécu une relation toxique dans sa vie? Ok. Oh. Je ne crois pas. Elle est tellement enthousiaste. Ensuite, est-ce qu'on pourrait dire qu'on est tous un peu dans des histoires de dépendance, les dépendants affectifs, ça concerne tout le monde aussi, non? Presque Plus tout ou le moins, monde, oui. On a tous une petite faille. Enfin, c'est difficile de trouver quelqu'un de suffisamment lisse et granitique pour qu'il n'ait aucune faille. Puis on a Évidemment, il y a des gens qui sont... on a tous eu des parents, on a tous eu des histoires Et les parents complexes. et les enfants sont... On a tous un héritage la aussi. perfection. Parfois, on hérite de choses qui nous concernent pas aussi, du tout. même et sans on en reproduit des hériter. schémas. Voilà. Et puis, effectivement, il y a des gens qui sont, ceci dit, profondément dans la dépendance affective. Et là, ça les amène directement. La voie royale, c'est l'autoroute vers la relation. Alors lesquels, justement, juste pour qu'ils se reconnaissent peut-être en regardant notre émission et qui travaillent un peu sur eux, vous diriez, ce sont qui ces gens-là qui vont directement dans les dépendances affectives? Ce sont les gens qui sont pleins d'empathie, a priori, qui doutent d'eux-mêmes, qui ont une estime de soi défaillante, qui ont besoin du regard de l'autre pour se sentir validés. Mais c'est moi. Toujours au service des autres, avant d'être au service d'eux-mêmes, qui ont une recherche d'amour constante, qui ont besoin d'être dans la réassurance, de trouver du regard de l'autre constamment sur eux. Voilà. Je me sens beaucoup là-dedans, moi. Ouais. Et Philippe aussi, j'imagine. Là, vous avez tracé mon portrait. Voilà. Ah ouais, hein. Allez, alors Luc, vous êtes intéressé à une sociologue qui a travaillé sur l'infidélité. Très intéressant. Oui, très intéressant. Cette personne s'appelle Marie-Carmen Garcia. Elle est sociologue à l'université Paul Sabatier de Toulouse. Et en fait, elle a eu le mérite d'étudier. De faire une enquête qui a duré 4 ans sur des personnes qui ont connu ou connaissent une relation adultérine. L'extra-conjugalité durable. L'extra-conjugalité. Mais ça veut dire tout simplement, voilà, c'est un terme de sociologue, ça veut dire la double vie, tout simplement. Oui. Hein, voilà. Mais ça veut dire précisément ceux qui choisissent, ceux qui choisissent délibérément de s'engager dans ce genre de relation. Oui, absolument. C'est tout simplement monsieur et madame tout le monde. Donc ça peut être un choix. Oui. Déjà, c'est assez sûr. Oui, parce que c'est monsieur et madame tout le monde qui, demain, décident d'aller voir ailleurs.
Et elle a fait une enquête, elle a réussi pendant ces 4 années à récolter des témoignages de 23 récits de vie d'hommes et de femmes âgés de 38 à 90 ans. Et elle en a sorti une étude que j'ai trouvée vraiment bien équipe. Ah ouais, très beau panel, ça s'appelle Amour clandestine. Donc elle a étudié les motivations de ceux qui avaient recours à l'adultère. Voilà. Oui, parce que... C'est un sujet qui ne vous a pas du tout parlé, vous. Vous êtes en si, couple depuis combien d'années, vous ? Juste depuis 25 ans. Depuis 25 ans. Oui. Et non, mais c'est Lui qui est l'homme parfait. Alors, non. Raconte-nous. Je m'en mords parfois les doigts. Et... oh, je ris, je t'adore, chérie. Non, mais c'est vrai que sociologiquement, je peux comprendre que ça soit intéressant parce que ce sont des gens qui décident de se mettre en couple sans projet. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de projet. Ils n'ont pas de projet, surtout au début, de fonder une famille. Ils n'ont pas de projet d'acheter une maison. D'accord ? Ils ne veulent pas construire. Hein, ils veulent rien construire. Vous êtes d'accord ? C'est ce que je pense que vous avez vécu. Et c'est des gens qui ont une relation qui va être basée sur des émotions, des sentiments entre eux qui sont partagés et l'intimité au lit, on va dire. Ils se retrouvent là-dessus. C'est quoi le but de cette dame, en fait ? Le but de cette dame, c'était d'essayer de comprendre justement les motivations des uns et des autres et d'étudier comment ça fonctionne chez chacun, justement. Donc, les motivations, donc, c'est la recherche d'émotions et de... Pourquoi de piment sexuel. Oui, comment on construit une relation quand on a ces deux buts-là, quand on est assis sur cette structure-là. Et puis, en plus, Marie-Carmen a une histoire indirectement liée à ça, c'est que son papa, avant qu'elle ne naisse, avant que même son papa rencontre sa maman, eh bien, il a été l'amant d'une femme mariée. Et de cette union, sans que son papa le sache, est née une fille. Et son papa ne l'a jamais su. C'est quand cette fille a eu 18 ans qu'elle est venue toquer pour voir qui était son géniteur, papa. Et ce papa l'a reconnu. Donc je peux comprendre aussi que ça ait une résonance en elle, en tant que femme. Quoi. Alors, surtout, la sociologue, elle étudie l'extraconjugalité durable. Ça veut dire vraiment l'adultère, mais où presque parfois on construit une vie parallèle. Donc il y a vraiment 2 vies parallèles. Justement, tu fais bien de le dire, parce que j'avais oublié de le dire. Dans ce cas-là, les couples ou les personnes qu'elle a pu rencontrer qui ont vécu ça, ce sont des histoires qui ont duré dans le temps, parfois plusieurs dizaines d'années. Et justement, en termes d'exemple, elle me racontait l'histoire, parce que tous ces gens, donc ça a été très compliqué de pouvoir les avoir au téléphone, et surtout les hommes. Ah ouais, et parce que... oui. Non, mais c'est vrai, non, mais on le voit ici. Pourquoi Il y a une plus grande majorité... Un homme et 2 femmes. Voilà, il y a une plus grande majorité d'hommes. Pourquoi ils se confient moins ? Parce qu'ils sont plus pudiques ? Oui, et puis c'est aussi la stature de l'homme qui est touchée. Voilà. Non, mais je vais pas La femme, elle va être beaucoup plus dans l'échange, on le voit, même dans nos types d'émissions. C'est beaucoup plus facile pour des femmes de venir partager, de venir se raconter. Et donc, mais elle a vraiment réussi à mettre en confiance tout un tas de gens et à avoir quasiment à parité des hommes et des femmes. Et grâce au miracle de la technologie, d'Internet, ce genre de choses, des réseaux, du bouche à oreille, elle a pu avoir tous ces témoignages. Et elle me parlait d'un témoignage vraiment intéressant. Un couple, en fait, à la base, ce sont 2 jeunes gens de 16 ans qui se sont connus. Puis après, chacun est parti dans sa vie. Chacun est allé en couple à gauche, l'autre est allé en couple à droite. À 50 ans, ils se sont retrouvés. Et à 50 ans, ils sont devenus amants. Ils sont encore amants aujourd'hui à 80 ans. Et toujours mariés. Et toujours chacun chez lui. Et elle me disait, et le monsieur, là, je l'ai eu au téléphone, Antoine, mais quand il parlait de sa maîtresse, il en parlait, il pleurait, il était amoureux, il bavait. Oui, ils étaient encore en amour et ils avaient 80 ans. Quoi. Mais il n'a jamais eu envie de quitter sa femme pour être avec sa maîtresse. Non, parce que tu vas comprendre que c'est le secret. Parce que quoi ? Tu vas comprendre que c'est le secret. Justement. C'est le secret pour certains, pour faire durer leur couple légitime. Exactement, ouais. Si vous voulez, elle est arrivée à certaines conclusions. Et quelque part, certaines conclusions qui sont liées à nos sexes, chacun. C'est-à-dire que on est amoureux différemment selon qu'on soit un homme ou une femme. Ça, c'est pas un scoop. C'est pas nouveau. Non. Mais alors là, elle dit que dans les relations adultérines, c'est pire, c'est la jungle. Alors ? C'est la jungle, c'est-à-dire que madame va être dans une recherche, le plus souvent, d'un nouveau romantisme, d'une nouvelle vie, qu'on la regarde, qu'on qu'on soit exactement, qu'on s'intéresse à elle, qu'on fasse des choses avec elle. Monsieur va être beaucoup plus conforté. Et je parle pas de vous, je parle plutôt des messieurs qui sont en couple et qui ont une maîtresse, parce que c'est souvent le cas. Monsieur va plutôt être dans un truc de j'arrive encore à séduire quelqu'un d'autre. Voilà.
Donc lui, c'est plus une histoire d'ego. Et une histoire d'ego. Et puis une histoire de vieux modèles archaïques, de mâles, et je m'inclus dedans. Hein, c'est pas un peu caricatural? Moi, je me pose la question quand même. Et Pascal, qu'est-ce que vous en pensez? Ah oui, vous êtes d'accord? Non, mais je me pose la question vraiment. Mais je pense que ça fait un peu caricature. C'est caricature. Là, elle a un échantillon de 23 personnes, ce qui n'est pas forcément représentatif. Et de gens qui ont voulu répondre à l'enquête. Parce que les gens, ils vivent dans l'interdit. Et c'est l'interdit qui leur donne de vivre ces relations. Exactement. C'est l'interdit. On transgresse le couple tel qu'il nous a été appris, entre guillemets, et culturellement, après 4 millions de judéo-christianisme. C'est valable pour ces relations durables. C'est valable lorsque les deux sont épanouis, entre guillemets, chacun dans leur couple. Eh ben voilà. Il n'y en a pas un des deux qui est en attente. Parce que oui, souvent, c'est madame qui souffre. C'est les femmes qui souffrent beaucoup. Parce qu'elles sont dans une attente de quelque chose. Parce qu'elles sont plus dans le sentiment, dans le romantisme. Voilà, elles ont envie de... Et monsieur, lui, est beaucoup plus à l'abri de ses... Il maîtrise très bien ses sentiments, d'après ce qu'elle a constaté. Et aussi, par notre histoire, par notre culture, on se rend compte que la femme est programmée pour être la femme d'un homme. Alors que monsieur ne veut appartenir à aucune femme aussi. Ça, c'est un constat. Ça dépend lesquelles. Hein. Ouais, c'est ça que je trouve caricatural, moi, dans cette histoire. Mais bon. Et en tout cas, elle me disait que justement, en fait, il y avait quand même beaucoup plus de femmes qui souffraient de ces relations. Parce qu'elles sont de femmes en attente. Oui, en attente, dans le compromis tout le temps. Parce que c'est toujours monsieur qui mène la danse. C'est monsieur qui dit le rendez-vous, ça sera tel jour, telle heure. Peut-être qu'elles souffrent plus aussi parce qu'elles vivent mal le mensonge et peut-être que les femmes sont un peu plus entières. Certainement. Ouais. Hein oui, je pense. C'est quoi, Pascal? Ceci dit, comme vous dites, effectivement, la modernité bouscule un petit peu ces schémas très établis. On dit qu'il y a de plus en plus de femmes qui ont des comportements masculins. Oui, enfin, disons ce que ça veut dire. Mais... ça veut dire qu'on continue à attribuer ces comportements à l'homme, alors qu'en réalité, ce sont les comportements qui se sont délestés de la notion de genre, en fin de compte. C'est-à-dire qu'on s'investit moins durablement. Oui, mais aussi le fait que le goût pour la liberté n'est plus l'apanage des hommes. Donc il y a quelque chose qui a changé quand même. Mais ça vient aussi du fait que les femmes ont gagné leur autonomie financière et professionnelle, là où avant les femmes s'approprient un champ qui était plus masculin. Et même au niveau émotionnel, globalement, les hommes ressentent autant d'émotions que les femmes. Par contre, donc l'homme cœur d'acier et la femme sensible, c'est un cliché qui n'a pas été validé par les études scientifiques. Je parle d'études scientifiques, évidemment, publiées dans des revues scientifiques. Par contre, il a été démontré que les hommes déclarent ressentir plus d'émotions positives et les femmes déclarent, dans les enquêtes, ressentir plus d'émotions négatives. Est-ce que c'est peut-être que les hommes n'osent pas exprimer tout simplement leurs émotions négatives? Peut-être qu'il y a une histoire de pudeur, d'orgueil. Ou d'orgueil, Oui, mais... Ce qu'elle dit, en tout cas, et moi, j'ai trouvé ça intéressant, elle voulait conseiller, en tout cas, des femmes comme vous, pardon, Philippe, mais en tout cas, elle disait, si on veut s'épanouir dans une relation adultérine et qui dure avec le temps, et que l'amour perdure, il faut, mesdames, que vous n'espériez jamais devenir la femme officielle. Occulter tout et vivre au présent. Vivre au présent et ne pas vouloir être demain l'épouse de cet homme. Bon, je crois qu'on a quand même bien exploré ces sujets-là, si j'ose dire. Merci d'être venu partager vos histoires avec nous. Je pense que vos histoires auront renseigné nos téléspectateurs et nos téléspectatrices. Merci de vos conseils, Pascal, et merci à nos dénicheurs. Merci. Bon après-midi sur France 2. Merci beaucoup. Lundi, dans 1001 vies, nos deux invités viendront nous raconter leur exceptionnelle et très émouvante histoire de rapt parental. C'est là que le déclic intervient et c'est là que je commence à vraiment faire des plans pour fuir. Mariée à un Tunisien, Sabine était sur le point de divorcer. Ses enfants se trouvaient en vacances avec leur père à Djerba lorsque ce dernier pose un ultimatum à sa femme. Il me dit, les garçons ne vont pas rentrer, donc c'est soit tu restes ici ou soit tu rentres toute seule. Vous êtes amputée de vos enfants, vous avez une souffrance intérieure qui est inouïe, ça me rend folle. Après leur mariage, Isabelle découvre une autre facette de celui qu'elle a épousé. On se retrouve devant un mur de haine et de mépris et je fais appel aux services sociaux. Il rentre et il me dit « je vais te tuer ». Pour soustraire son fils à cette ambiance de plus en plus radicale, Isabelle fait alors un choix difficile et prépare en secret son enlèvement. J'embarque un sac dans une main, le petit sur l'autre bras et je ferme la porte. Je mets le contact. Et la voiture
ne démarre pas.